Bonjour à tous, un nouvel épisode de Critflix, votre podcast préféré, ne le cachez pas, vous nous adorez. Même programme que d'habitude, des recommandations, des news, un sujet principal et finalement nos audiences et un programme TV, on espère encore bien fourni. Mais vous le savez, l'émission ne peut commencer sans que je pose la question ultime. Comment ça va David ? Eh ben ça va très bien parce qu'on va parler ciné, télé, médias, de plein de choses et qu'en plus on est filmé, donc je ne peux pas faire des gestes inconsidérés parce que vous me voyez et si vous ne faites que m'entendre, c'est pas plus mal, mais je suis très heureux d'être là et on a encore beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Exactement. Alors si vous avez la flemme, effectivement, je vais filmer ce podcast et je distribuerai des petites pastilles comme ça sur TikTok. Si vous en avez envie, vous pourrez nous retrouver sur TikTok et voir nos tronches directement en vidéo, mais ce sera la seule façon de nous voir en vidéo parce que je ne diffuserai pas le podcast en entier, ne t'en fais pas. Donc tu peux faire des gestes inconsidérés, je couperai tout ça au montage. Je te connais, c'est justement cela que tu vas garder. Exactement, ce sera pour le bêtisier. Mais avant tout ça, comme d'habitude, on va commencer par les recommandations et je te laisse la parole. Dis-nous ce qui t'a animé ces derniers temps et que tu aurais envie de nous recommander, mon cher David. Alors j'ai hésité à vous parler de Killer of the Flower Moon que j'ai vu hier soir, mais je dirais sans spoiler que le film ne vieillit pas forcément très bien dans mon esprit, surtout je sais que tu ne l'as pas vu, Eh oui. et je voudrais pas trop t'influencer en bien ou en mal, donc ça pourrait être un sujet si nous le voyons prochainement. Non, je vais vous parler de La chute de la maison Usher, que j'ai terminé la semaine dernière sur Netflix. Ouais. Cette mini-série de Mike Flanagan, que l'on connaît notamment pour The Hunting of Hill House, Très The bonne Hunting série. of Bly Manor. C'est assez amusant parce que, comme il garde quand même à chaque fois une partie de son casting, on a l'impression de voir la saison 3 de The Hunting of Hill House, alors que c'est pas du tout ça. Alors, le synopsis tel que nous le décrit Wikipédia: inquiet pour la santé de sa sœur, Lord Roderick Usher, PDG de l'entreprise pharmaceutique Fortunato, appelle un vieil ami d'enfance dans sa demeure dans le but de lui faire des aveux sur la mystérieuse disparition de la dynastie Usher. En gros, dès le début du film, on a ce Roderick Usher qui appelle un de ses anciens amis, mais ils se sont brouillés il y a très très longtemps, et on apprend que ses enfants sont tous morts. Alors je crois qu'ils sont 6, ils sont tous morts dans un laps de temps très court, tous d'une raison différente, et en fait chacun des épisodes va s'atteler à expliquer la mort d'un des enfants de Roderick Usher. Donc tu nous dis c'est un film, c'est une série. Une série, pardon, oui, je commence bien. C'est donc une série, et donc chaque épisode nous explique la mort d'un des enfants. Ok. Et on va découvrir que tout ça est lié à voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que sans trop vous spoiler, ça pour vous dire que la chute de la maison Usher, ça vous parle peut-être parce que c'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Ok. Mais attention, la chute de la maison Usher version Netflix n'adapte pas, elle garde simplement les personnages principaux de ces nouvelles. Faut dire qu'Edgar Allan Poe, c'est un auteur évidemment connu pour tous ces thèmes macabres, un peu morbides, mais il a écrit la plupart de ses œuvres, c'est plutôt des nouvelles, il a écrit des textes plus longs, mais il est surtout connu pour ses nouvelles. Et en fait, chacun des épisodes va dans cette intrigue de mort d'un des enfants. Chacun des épisodes va avoir une trame qui est basée sur une des nouvelles justement d'Edgar Allan Poe. Par exemple, l'épisode 1 et le 8, ils font référence au poème du Corbeau. L'épisode 2, c'est le masque de la mort rouge. Le 3, double assassinat dans la rue Morgue. Le 4, le célébrissime chat noir. Le 5, cœur révélateur. Le 6, le scarabée d'or, très connu aussi. 7, le puits et la pendule. Donc, je suis pas d'un enthousiasme hyper débordant, parce que parfois, c'est vrai que je comprends, beaucoup disent c'est trop long, ça prend son temps. C'est le problème de Flanagan aussi. Voilà. Alors effectivement, vous êtes pas en train de regarder une série qui va à 1000 à l'heure avec des cuts dans toutes les 5 minutes. Bien au contraire, ça prend son temps. Moi, je me suis vraiment attaché à l'histoire, aux personnages, à ce côté un peu surnaturel, comme dans Hill House, comme dans Bly Manor. Regardez les 2e, 3e plans. Parfois, on aperçoit des trucs qui font peur dans le fond. Et donc, c'est dans cet univers pharmaceutique, ça se passe le 20 novembre 2023, donc c'est une série d'anticipation puisque c'est la fin de semaine là. Mais non, c'est lundi prochain. Mais ça se passe effectivement dans un monde moderne, très moderne, alors qu'Edgar Allan Poe, rappelons-le, il nous a quittés il y a déjà bien longtemps. Mais dans un univers pharmaceutique, Roderick Usher est en fait un mania des produits pharmaceutiques. On découvre qu'il va utiliser, en fait, il va créer des produits qui sont addictifs, etc., etc. Donc il y a une intrigue quand même moderne. Et à chaque fois, et on se demande dès le début, c'est pas du spoil, puisque dès le début de l'épisode 1, il va dire à son ami, il faut que je te raconte comment tous mes enfants sont morts, et voilà la dernière fois qu'on s'est retrouvés. Donc le premier épisode, c'est une mise en situation, où on les voit vraiment tous ensemble, et après il va y avoir une mort d'un enfant par épisode. Et vraiment, c'est pas ma recommandation de l'année peut-être, parce que j'ai conscience que ça peut être un peu long, que c'est peut-être pas recommandé à tout le monde, mais j'ai passé quand même un très bon moment, et c'est assez rare. Il y a des très beaux plans. Ouais, il y a des très beaux plans, c'est très bien filmé. C'est rare que je binge-watch, mais là je l'ai regardé quand même, j'ai commencé dimanche
dernier, donc pas, on enregistre le lundi 13 novembre. Donc j'ai commencé le dimanche 5 et je l'ai terminé vendredi soir. Ah oui. Donc j'ai regardé un peu plus d'un épisode par jour. Ouais. Donc c'est que ça m'a quand même bien plu. Donc Bien ouais, sûr. c'est un bon conseil, j'espère. Et voilà, donc ça s'appelle La chute de la maison Usher et c'est disponible sur Netflix. Eh ben fantastique. Ça me tente, et j'écoute, je suis à 2 doigts de me prendre un forfait Netflix quand j'aurai fini mon forfait Canal+. C'est sûr, de toute façon, il suffit que je mette 2 recommandations là Netflix les 2 prochaines fois et c'est fait. Là, en plus, on va en parler, mais il y a pas mal d'annonces qui ont été faites et c'est vrai que ça donne vraiment envie. J'ai vu un film qui va sortir qui s'appelle La jeune fille et le dragon, je crois, avec Bobby Brown, du coup, qui jouait dans Stranger Things. Ouais. Ça avait l'air plutôt pas mal. Mais là, ne sont pas mes recommandations. Moi, pour une fois, j'en ai 2. Toi, tu en avais 2 ou 3 les dernières fois. Moi, j'en ai 2 cette fois-ci. La première, c'est le film Le Consentement. On vient d'en parler en off, un film de Vanessa Philo avec Jean-Paul Rouve et Kim Higelin, qui m'a vraiment choqué, faut dire ce qui est. C'est un film qui choque, c'est un film interdit aux moins de 12 ans, qui raconte l'histoire de Vanessa, qui se retrouve dans une relation avec Gabriel Masnev, qui était un écrivain dans les années 80, qui s'exprimait librement sur sa pédophilie, qui était accepté. Surtout, c'est ça qui est grave, il est accepté dans le milieu littéraire. On l'oublie que ça, que dans les années 60-70, il y avait une sorte de mouvement libératoire qui prônait une liberté totale, y compris dans l'illégalité, alors sur des choses plus... J'allais pas dire anecdotique, c'est pas le mot, mais par rapport à la pédophilie, genre sur la drogue, sur des choses comme ça, mais qui était vraiment une forme de liberté absolument totale, qui aujourd'hui nous paraît absolument incroyable, mais c'était pas au Moyen-Âge, c'était il y a 40, 50 ans. Hein, c'est ça, c'était il y a pas si loin, et donc du coup Jean-Paul Rouve joue Gabriel Masnev, et donc Vanessa, jouée par Kim Higelin, rencontre Gabriel lors d'un repas que sa mère organise avec les hautes sphères de la littérature. Sa mère est divorcée d'un homme qu'on ne connaît pas, et elle est en soif de reconnaissance en fait par cette sphère qui en fait est élitiste, et donc elle laisse finalement sa fille créer cette relation avec Gabriel Masnev pour un petit peu de reconnaissance, et c'est vraiment très très dur à regarder, et en même temps c'est nécessaire, c'est un miroir de la société française qui est absolument exécrable, hein. C'est quelque chose d'abominable, mais il faut qu'on en parle, et ce que j'ai aimé, c'est que sur la séance où je suis allé, il y avait une quinzaine de personnes, et 50% des personnes dans la salle avaient moins de 18 ans. On était entre 12, puisqu'il est interdit moins de 12 et 18 ans, et vraiment cette trend TikTok qui a fait énormément de bien à ce film, qui gagne en entrée toutes les semaines, faut le savoir, c'est la première fois que ça arrive depuis des années. Un film d'une semaine à l'autre, normalement, perd un certain pourcentage de ses entrées, ce qui est normal. Et bien là, on a une augmentation du nombre d'entrées grâce à ce trend TikTok. Et je remercie tous les jeunes qui sont lancés là-dedans, parce que vraiment, je pense que j'aurais pas eu le courage d'y aller si j'y avais pas eu ce phénomène. Et voilà, je suis choqué, mais en même temps, j'ai trouvé que le film était nécessaire. Il est très bien réalisé, les acteurs jouent très bien. Bravo à Jean-Paul Rouve, bravo à Kim Higelin, bravo à Laetitia Casta aussi, qu'on le voit très peu dans le film, mais qui joue toujours très bien. Et voilà, encore une fois, je vous dis, c'est une vision de la société française qui est difficile à entendre, mais qui est nécessaire à voir, je pense, de nos jours. Il faut mettre aussi la France face à ses démons de temps en temps, et c'est l'occasion de le faire. Ça, c'était ma première recommandation. Et la deuxième recommandation, c'est TF1. Tout simplement, parce que je te l'ai dit en off, encore une fois, j'ai énormément regardé la télé cette semaine, et j'ai pris énormément de plaisir à regarder TF1. J'ai regardé Master Crimes, qui était une série très marrante finalement, avec beaucoup de nouveaux talents. Alors c'est pas tout le temps bien joué, ça reprend beaucoup de codes de séries qu'on connaît, comme Doctor House, comme Sherlock aussi, qui est la série de la BBC avec Cumberbatch. Voilà, mais c'est vraiment très drôle, c'est bien fait, on est pris par l'enquête. Les enquêtes sont toujours sur 2 épisodes, donc en fait quand on arrive à la fin du premier épisode, on n'a toujours pas la solution du crime en question, et quand on arrive à la fin du deuxième épisode, on a un nouveau crime qui vient d'arriver, et hop, générique, donc on est obligé de la regarder la semaine prochaine pour savoir ce qui se passe. Le groupe d'étudiants qui est pris en grippe par le professeur est hyper intéressant, parce qu'en fait ils ont tous une histoire, il y a un background en fait derrière, ils sont pas juste débiles pour une question, pour une raison, ou enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont hyper intéressantes. J'ai également regardé la Star Academy samedi dernier, qui était un show absolument extraordinaire. Ça faisait des années que j'avais pas vu ça à la télévision, c'était programmé au millimètre près, il y avait les chanteurs étaient de très bonne qualité, les invités aussi, c'était très fluide, même la publicité était pas gênante parce que ça permettait de faire des pauses dans des moments de forte émotion.
Donc c'était vraiment hyper chouette. J'ai regardé Camille et Images aussi le jeudi soir. On en reparlera de toute façon dans notre sujet principal. Je vous l'ai pas dit, mais effectivement, ce sera notre sujet principal, Camille et Images. Et j'ai regardé hier Un homme en colère, le fameux ciné dimanche. J'ai été déçu par le film, mais ça fait énormément de bien de se mettre devant sa télé et de regarder à partir de 21h jusqu'à 1h, voilà, jusqu'à 23h, 23h30, un film avec 2 pauses pub pour aller faire la vaisselle, pour aller faire 2-3 trucs. J'ai pris énormément de plaisir à regarder la télévision cette semaine et je voulais vous dire que c'était ma recommandation. Donc encore une fois, sortez vos décodeurs, regardez la télévision, ça fait énormément de bien d'avoir une vie cadrée par la télé et par les programmes qu'on nous propose, pas forcément TF1, là je vous propose TF1, mais c'est vrai que vous pourriez regarder M6 avec L'amour est dans le pré, ou France 2 avec tous les polars qu'ils proposent toute la semaine, mais vraiment j'ai pris énormément de plaisir à avoir une vie cadrée par la télévision, et ça fait du bien. Eh ben écoute, ça me fait plaisir, parce que on en a parlé souvent de tout ça, et puisqu'on est dans nos recommandations, je me permets une toute petite parenthèse, puisque souvenez-vous que la semaine dernière, une de mes recommandations, c'était les téléfilms de Noël, que je trouvais assez qualitatifs cette année. T'en as regardé un bien? Et non, mais je ne citerai pas lequel, mais un grand journal national a fait un article sur le renouveau des téléfilms de Noël que j'ai lu, il est sorti là ce 13 novembre, et je me suis dit, alors attention, je dis pas qu'on nous a pompé ou quoi que ce soit, évidemment, mais ça m'a fait plaisir, je me suis dit, je suis pas le seul, puisque des journalistes ont aussi remarqué que les téléfilms de Noël étaient de plus en plus qualitatifs, et que les gens, visiblement sur les réseaux, ils réagissent de plus en plus et sont super contents, donc je suis bien content de ma reco de la semaine dernière. Écoutez, c'est toujours dommage de devoir monter l'épisode et d'avoir une semaine entre le moment où on enregistre et le moment où il sort, mais il faut vous dire que la plupart du temps, on est en avance sur la plupart des news qui sortent dans les journaux, et c'est vraiment pas pour nous vanter, mais on est toujours un petit peu quelques heures en avance sur la plupart des choses qui sortent sur les grands journaux. Donc si vous voulez nous écouter, écoutez, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, mais vous serez toujours un petit peu en avance, ou en tout cas en plein timing de ce qui se passe actuellement dans les médias, donc ça fait toujours plaisir. Ces 3 recommandations d'ailleurs, sont terminées. On va tout de suite passer à nos news. David, je vais te laisser encore une fois la main sur ces news. Je ne sais pas par laquelle tu veux commencer. Sur CNews. Non, sur faut citer BFM TV, France Info, LCI. Ouais, non, c'est pas celle que j'aurais citée en premier si j'avais dû choisir une chaîne info, en tout cas. Mais en tout cas, je te laisse avec les news et je te laisse en choisir une. De quoi veux-tu nous parler cette fois-ci? Je vais commencer par une petite news, mais qui fait chaud à mon petit cœur de fan de Pixar, puisque en 2015, j'ai pris la calotte de ma vie avec Vice Versa, qui reste mon Pixar préféré. La musique de Vice Versa, extraordinaire. Me met les larmes aux yeux, et en plus, comme j'avais animé un petit atelier cinéma dans ma vie passée, quand je travaillais dans le collège de ma ville là, et on avait choisi la musique de Vice Versa comme musique d'adieu, donc en plus c'est une musique qui me parle, qui a un petit côté Madeleine de Proust, et la bande-annonce de Vice Versa 2 est sortie cette semaine, il va sortir en France le 19 juin, et j'avoue que j'avais un petit peu peur. Souvenez-vous, Pixar avait promis qu'il ne ferait plus de suite après Les Indestructibles 2, et en fait ils se sont rendus compte que pour leur modèle économique ce n'était pas viable. Alors effectivement il y a eu le confinement, mais il y a aussi eu des films un petit peu décevants, alors en tout cas pour moi, je pense à Soul, je pense à Red Alert, Lucas, je sais que moi je l'ai plutôt aimé, mais beaucoup de gens ne l'ont pas aimé. Buzz l'éclair, franchement, pour en avoir parlé avec un ami, Buzz l'éclair, on a du mal à comprendre qu'il n'ait pas marché, parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de qualité, moi je trouve. Je pense que c'est la thématique qui est compliquée. Oui, sans doute, Et là, on va avoir vraiment une suite, Vice Versa 2, et moi je me dis, aïe, est-ce que ça va être à la hauteur du premier? Et en fait, j'y avais pas pensé, mais l'idée est géniale de se dire, Riley est adolescente, donc il y a des nouvelles émotions qui arrivent, et on découvre notamment Anxiété, qui a l'air vraiment très très chouette. Et la news, c'est pour vous dire que non seulement il va sortir, mais surtout que c'est la bande-annonce d'un film Disney la plus vue en un minimum de temps. Le précédent record, c'était La Reine des Neiges 2 en 2019, qui avait fait 157 millions. C'est énorme. Pardon, il a fait Vice Versa 2 157 millions de vues en 24 heures. Plus, dont 78 millions venant de TikTok. Donc ça peut être ça aussi la différence. C'est la popularité du réseau social chinois qui peut faire que ça a autant fonctionné. En tout cas, les gens sont très 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 fans de ce film. Je me plais à rêver d'une sortie nationale peut-être dans notre salle, qui sait, pour les grandes vacances, ça pourrait vraiment être chouette. En tout cas, ça fait très très plaisir. Moi, je suis super enthousiaste. Je trouve que ce film est Vice Versa 1, regardez-le. Moi, je travaille auprès de jeunes qui sont dans des difficultés, en situation de handicap, et je sais que
notamment les psychologues dans ma structure, font beaucoup travailler les jeunes sur vice-versa. Et C'est vraiment une normal, base de ouais. travail sur les Complètement. émotions qui est formidable. Ouais. Et là, c'est vraiment chouette. Vraiment l'idée de se dire, elle est ado, elle a des nouvelles émotions, c'est une excellente idée, je trouve. Et vivement le 19 juin. Et surtout qu'à mon avis, ils vont sortir beaucoup de teasers parce qu'il y a énormément d'émotions qui arrivent en plus. On Ouais. en compte 5 ou 6, je crois, de plus, en plus des Oui, émotions oui, de oui, base. Donc c'est j'imagine possible qu'on que nous ouais, tease ouais. plusieurs émotions au fur et à mesure et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et c'est la première fois, par contre, que Disney Pixar sort 2 bandes-annonces de films qui vont arriver, puisqu'on a celui-ci vice-versa, et on a le prochain, ce petit garçon qui se retrouve maître de l'univers. Je sais pas si tu as vu cette bande-annonce, il faudrait Non. que je retrouve le nom de ce dessin animé qui va sortir, qui fait aussi partie du studio Pixar. Il l'avait annoncé juste à la sortie du dernier film qui est arrivé, c'était Buzz l'éclair, je crois, juste un petit peu après. On avait eu droit D'accord. on avait eu droit à l'arrivée de ce petit garçon. Alors je te laisse chercher ça pendant que je te parle de ma news. Puisque moi je vais également parler du coup d'une IP qui est très connue, d'un studio qui est très connu, par un studio d'animation qui est très connu, puisque je vais parler de Jurassic World. Jurassic World revient. Il y revient en série, encore une fois, malheureusement, enfin je dis malheureusement pour moi, parce que j'ai pas été un grand fan de la colo du Crétacé, mais en tout cas apparemment il a eu assez de succès, puisque une année après la colo du Crétacé, la théorie du chaos, reprise de la célèbre phrase de Ian Malcolm, interprété par Jeff Goldblum dans le tout premier Jurassic Park. Cette fois-ci, le parc est fermé, le règne s'achève, et une nouvelle ère de chaos commence. C'est ce que nous dit DreamWorks dans sa communication lorsqu'ils ont diffusé le trailer. Ce sera toujours sur Netflix. Alors c'est vrai qu'après l'échec de Troll 3, on voit bien que Universal comme Disney joue sur des licences phares avec des studios d'animation pour éviter les pertes. On le voit avec vice versa, comme tu nous en as parlé il y a pas longtemps, mais voilà, quand on voit malheureusement le petit succès des Troll 3, c'est malheureusement dommage de devoir repartir sur une licence bien connue, même si bon, ça nous plaît toujours de voir un petit peu plus de Jurassic Park, c'est pas le souci, mais c'est vrai que bon voilà, je suis un petit peu déçu. J'aime beaucoup quand DreamWorks sort des nouvelles licences. Je t'en avais parlé avec Ruby, l'Ado Kraken, cette année, que j'avais beaucoup apprécié mais qui n'a pas eu de succès. Troll 3 a pas de succès non plus, donc forcément Universal mise sur des marques voilà, évidentes comme Jurassic Park, Jurassic World, qui ressortira donc du coup courant 2024 pour cette nouvelle série, qui par contre prend des personnages qui sont un petit peu plus matures, puisque ce seront les personnages de la colo du Crétacé qui auront grandi. Ouais. Et voilà, donc à voir ce que ça peut donner. J'étais pas très satisfait moi des graphismes de l'époque de la colo du Crétacé. Je sais pas si tu les as regardés. Alors je me suis lancé dans la série, mais je suis pas allé loin. Ouais. Vraiment, au bout de 3-4 épisodes, je me suis dit, waouh. Et pourtant, je suis un fan absolu de la licence Jurassic Park, particulièrement encore une fois du premier film, et un peu moins des suites comme beaucoup, mais ouais, je suis pas convaincu non plus. L'idée là est pas mauvaise, continuer dans cet univers, voilà, à voir, mais bon. Affaire à suivre, et c'est Elio, je pense, le film dont tu parles. Exactement, c'est Elio, tout à fait, voilà, sur ce jeune homme qui se retrouve maître de la Terre, parce qu'en fait, il se retrouve embarqué par des extraterrestres sans le faire exprès, et il lui demande, es-tu le maître de la Terre? Il répond oui, donc il va devoir répondre des lois qui gèrent l'univers, donc ça a l'air très très drôle, mais encore une fois, c'est une nouvelle licence, et j'ai bien peur que... Ouais. Et alors d'ailleurs, en parlant de licences un peu plus anciennes, ou en tout cas une histoire nouvelle avec une licence ancienne, on a la quasi-confirmation de la date de sortie de Mufasa, le Roi Lion, le préquel du Roi Lion, et il devrait arriver en France le mercredi avant Noël 2024. Donc, attendez-vous à un raz-de-marée, je pense, dans les salles à cette date-là. Ça va être une grosse sortie. Et c'est vrai que, bon, là, je vois que beaucoup de films, quand même, sont annoncés, et ça me fait un petit peu peur, quoi. Merlin, live action, Vaiana, live action, Le Bossu de Notre-Dame, live action, Lilo et Stitch, live action. Alors, il y aura des choses sur Disney+, hein. Oui, mais, je pense qu'ils vont pas tout mettre au cinéma. Mais bon, vous pouvez aussi faire des dessins animés, c'est chouette. Là, on a le cycle des 100 ans Disney en ce moment dans notre salle. J'ai revu Lilo et Stitch, par exemple, sur grand écran. Je me souvenais pas très bien, et je me suis dit, ouais, c'était quand même chouette. C'est un pur plaisir pour les spectateurs. Quand ils font de l'animation en 2D, c'est quand même chouette, quoi. C'est quand même chouette. La Belle et la Bête, Le Roi Lion, n'en parlons pas, c'est des très grands classiques. Mais même Lilo et Stitch, qui est peut-être un petit peu en deçà par la critique et dans le cœur des gens, je me dis, mais quel plaisir quand Disney faisait de la 2D, des jolis films comme ça. Et ils sont toujours capables. Encanto, j'ai adoré. On voit Wish qui arrive bientôt aussi, tout à fait. On a hâte de vous en parler d'ailleurs. D'ailleurs, petite news entre deux news, pour vous parler de, je sais pas si tu as entendu cette news de Bibi et Coyote. Non. Est-ce que tu as entendu? Avec, j'adore Bibi et Coyote, donc j'ai hâte de t'écouter. Écoute, Bibi et Coyote avait un film de prévu, il était fini avec John Cena. Il était prévu, ça allait sortir, et Warner a dit, comme pour Bad Girl, non, laissez tomber, on le sort pas. Du coup, ça a fait un gros émule au niveau du studio qui a créé le film, qui s'est plaint en disant, bah écoutez, on a travaillé pendant des années dessus,
non, on n'a pas envie que le film sorte pas, quoi. Et du coup, Zaslav a dit, ok, pas de problème. Donc du coup, plein de gens se sont plaints sur Internet, il y a eu un grand mouvement sur Twitter, et Zaslav a dit, ok, nous on le sort pas, mais si quelqu'un veut l'acheter, il y a pas de problème. Du coup, le film est en vente. Si vous avez énormément d'argent, vous pouvez racheter Bip Bip et Coyote et le diffuser dans les cinémas que vous voulez et le distribuer partout dans le monde si vous voulez. Mais en tout cas, le film est disponible. Il sera à acheter auprès de Warner. Il sera du coup financé pour les ayants droit. Mais voilà, il y a eu une énorme plainte sur Internet. Batgirl, c'est un peu trop tard puisque le DCEU va recommencer. Donc c'est à mon avis des gens se sont plaints en disant faites-le pareil pour Batgirl, mais ça n'aurait aucun intérêt pour James Gunn, donc il y aura pas de souci là-dessus. À mon avis, il y aura pas de sortie de Batgirl. Mais par contre pour le film Bip Bip et Coyote, écoutez, si vous en avez l'envie, si vous voulez vous plaindre sur Internet, allez-y. Il y a des distributeurs qui peuvent, s'ils le veulent, racheter les droits de ce film-là pour pouvoir le diffuser à travers les États-Unis et peut-être dans le monde. Donc pourquoi pas. Ça serait très marrant de voir par exemple Universal ou Disney avoir la licence Bip Bip et Coyote pour pouvoir le diffuser partout dans le monde. Moi, je pensais à Sage Distribution chez nous. Pourquoi pas, ça serait plutôt marrant. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé cette news très marrante, j'ai lu ça tout à l'heure sur Twitter, et je vous confirmerai ça dans les mois qui arrivent si j'ai plus d'informations. Grosse news, mon cher David, tu vas nous parler de TF1 qui a une superbe idée. Très original. Je vais vous parler du nouveau TF1, puisque c'est comme ça, un peu comme le Beaujolais nouveau qui va arriver le 20 novembre. Eh bien, on a le nouveau TF1. C'est ainsi que Rodolphe Belmer s'est exprimé un peu plus tard, dans le Figaro. Oui, un peu plus tard que le Beaujolais, bien sûr. Notez bien cette date, le 8 janvier 2024. C'est un lundi. On sera là sur Critflix d'ailleurs, sûrement pour vous en parler. Avec un nom très original. Alors TF1 lance. Alors, le nouveau TF1, ce n'est pas que la plateforme, hein. C'est le nom de toute l'entité. Donc, en tout cas, ils vont créer une plateforme qui s'appelle TF1 Plus. Oh là, quelle imagination. On s'y attendait pas, hein. C'est soit Plus, soit Max, visiblement, quand on crée un truc. Alors, Max, apparemment, on peut plus, hein, parce que je crois qu'HBO a mis un petit copyright sur les Max, et peut-être que, et notamment chez nous en France, on a Gulli Max, alors je sais pas si, la guerre entre Gulli et Warner, attention. Mais en tout cas, TF1 Max, l'idée, TF1 Plus, pardon, voilà, je commence déjà. TF1 Plus, l'idée, c'est de, à terme, remplacer My TF1. Et le principe de TF1 Max, c'est ils veulent être la première plateforme télé gratuite en France, et donc ils vont aller concurrencer nos amis de chez France.tv avec une sacrée artillerie, puisque l'idée c'est de proposer une plateforme gratuite et de proposer surtout une plateforme qui propose les replays. Alors là non plus 7 jours, mais il a été annoncé entre 2 semaines et 4 ans pour les replays des programmes de TF1, donc ça laisse quand même vachement de temps pour revoir les choses. On nous annonce évidemment tous les replays classiques, mais on nous annonce quand même 200 séries et 200 films au lancement. Ah la vache, 200 c'est énorme séries, pour une plateforme. C'est énormissime. On adore France.tv, on dit énormément de bien d'eux. C'est une plateforme en plus sans pub, je crois, ou pratiquement, il me semble. Hein. Voilà. La TF1, ce sera une plateforme avec publicité, notez-le bien. Hein. C'est le principe. Et en fait, Rodolphe Belmer explique que quand ils ont vu que Netflix et Disney+, finalement, ont beaucoup de succès sur leur version avec pub. Ils se sont dit que pourquoi pas essayer de peser dans le game, entre guillemets, avec une plateforme 100% gratuite. Et d'ailleurs, Rodolphe Belmer le dit, et je pense que c'est un bon argument, il dit les gens en ont marre de payer 15 € par mois pour une plateforme. Donc nous, on leur propose de faire quelque chose de gratuit avec de la pub, et donc il y aura 200 films, 200 séries, et aussi toutes les anciennes saisons de Koh-Lanta, de The Voice, des programmes de TF1 que les gens pourront revoir à volonté, gratuitement, avec de la publicité encore une fois, et l'idée c'est d'avoir un partenariat avec plein de studios aussi en France, et j'ai hâte de voir le catalogue cinéma notamment, parce que 200 films gratuits ça me paraît énorme. Et quand tu vois que déjà Un homme en colère est annoncé, en fait dès que tu finis Un homme en colère, ça te dit retrouver Un homme en colère à partir de maintenant sur MyTF1. Et c'est vrai que tu te dis, ok, donc si tu l'as pas vu en entier, tu peux le revoir. Si t'as loupé le début, tu peux le revoir. Et c'est vrai que si t'as fait un nouveau, plus, c'est très très nouveau. Et ça fait plaisir de voir que les films, comme sur France TV, sont disponibles sur MyTF1. Quand on a commencé de vous parler cinéma sur TF1, c'était pas le cas, hein. Donc, c'est chouette de voir les choses évoluer comme ça. À noter également que, de ce que dit Rodolphe Belmer, en tout cas, pour cette nouvelle plateforme, elle va d'abord arriver uniquement sur les box. Donc, notez bien qu'elle va arriver sur Orange, Free, Bouygues, etc. Et des discussions sont en cours avec MyCanal et Molotov. Alors j'ai vu que c'était disponible aussi sur les télévisions. Vous avez une télé connectée comme la mienne, GOLED. Vous pourrez avoir TF1 Plus directement. Elle est pas connectée, alors je sais pas si elle via mon, parce que moi j'ai Fire Stick d'Amazon. Alors est-ce que l'appli va être sur Fire Stick? Je ne sais pas. En tout cas, les négociations sont lancées pour Molotov et MyCanal. On se souvient, souvenez-vous, les grosses tensions il y a 1 an, où TF1 n'était plus sur MyCanal, parce qu'il refusait
canalisés à partir du moment où vos programmes sont gratuits. On voit pas pourquoi nous on ferait payer les gens pour les diffuser, ce qui n'était pas faux non plus. Ouais, bah oui. Et du coup, voilà. Donc, ça pourrait aussi leur apporter grandement d'être là-dessus. On rappelle quand même que l'un des directeurs des programmes de France Télé a dit qu'il ne regardait les programmes France Télé que sur MyCanal. Je suis pas sûr que la direction de France Télévisions ait beaucoup apprécié, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc, MyTF1 va continuer de vivre, en tout cas pour Molotov, pour MyCanal et voilà, pour tout ça, ouais. mais voilà, grande nouveauté, cette grande plateforme gratuite qu'on a hâte de découvrir, et elle va s'accompagner par une refonte des programmes de TF1, en tout cas de la matinée, puisque Rodolphe Belmer a annoncé l'arrivée de la matinale de Bruce Toussaint, ouais. qui va bien durer 3 heures, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, dans le Nouvel Obs, j'ai pu lire aujourd'hui une interview de Thierry Tuillier, le patron de l'info sur TF1, okay. qui donne des détails, okay. Il explique pourquoi il a choisi Bruce Toussaint, parce que il est à la fois journaliste et animateur, parce qu'il avait un côté bonhomie, parce que les gens l'aiment bien, il est très populaire. Il a une bonne tronche. Ouais, il est assez sympathique, on en avait parlé l'autre fois, il a quand même œuvré sur pas mal de sujets importants aussi, on parlait notamment, il voulait faire passer une loi sur la simplification des démarches au décès d'un proche, enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, donc l'idée c'est la matinale de TF1, suivie des 12 coups de midi, et surtout, de Plus belle la vie, puisque c'est annoncé officiellement, Plus belle la vie va arriver sur TF1, ça on le savait, mais on sait enfin l'horaire, ce sera juste après le JT de 13h, en début d'après-midi, et dès le matin, évidemment, sur la plateforme TF1+, pour revoir les épisodes, donc l'idée c'est cette espèce de grande personnification de l'antenne. Thierry Tuillier le disait, en fait, les matinées de TF1 sont désincarnées depuis les années 90. Ouais. Il voulait vraiment quelqu'un... Alors, il y avait eu 10h le mag, il y avait des tentatives, mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce grand moment où les gens pourront quelque part avoir ce sentiment d'appartenance, surtout les personnes seules. On le sait, les gens qui regardent la télé le matin, c'est ou des gens qui travaillent l'après-midi, mais il y a beaucoup de retraités, de personnes en situation de handicap, de chômeurs, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un moment convivial. Donc, sur la forme, ça va ressembler à d'autres matinales qu'on peut voir, un JT toutes les demi-heures, une grande part aussi pour la météo, il a expliqué, beaucoup de sujets de société et surtout un gros appui sur les correspondants en région. On sait que TF1, un peu comme France 3, même si France 3 c'est vraiment le but de la chaîne, mais TF1 a des correspondants un peu partout, sous l'impulsion de Jean-Pierre Pernaut, avec son JT des régions. Donc voilà, cette grande nouveauté, mais surtout, alors il a refusé, Thierry Tuillier, de donner l'horaire. Ça, on sait que c'est quelque chose qui... Il a dit que TF1 passerait ses 750 heures de programme jeunesse par an, que ça ne bougerait pas. Mais par contre, je suis très surpris de voir ce que dit le Nouvel Obs, parce que d'après leur, les bruits de couloir qu'ils ont entendus, elle serait le matin, en face télématin. Ça pourrait être 6h30, 9h30, la matinale de Bruce Toussaint. D'accord. Ce qui me paraît extrêmement surprenant. Bah oui. Parce que il y a une matinale sur LCI quand même, menée par Jean-Baptiste Boursier, qu'ils ont débauché de BFM pour que la matinale fonctionne, donc TF1 qui s'auto-concurrence. Ouais. Alors vous allez me dire, LCI, il y a des programmes toute la journée, de toute façon, il y a un moment, ils se concurrencent à un moment ou à un autre, et aller comme ça, de front, face à Télématin, ce serait un sacré pari, complètement. Et Téléshopping resterait en place, en plus. Donc, où est-ce qu'ils vont mettre tout ça? Je sais pas, mais j'ai vraiment hâte, et donc vraiment, ce qui va être cool, c'est que c'est déjà annoncé que on devrait avoir un Noël assez féerique sur TF1, des programmes familiaux, les téléfilms de Noël et du cinéma. Donc ça, j'ai hâte d'être au Critflix de Noël, c'est mon meilleur moment de l'année sur cette antenne. Et en fait, dès que ça va s'arrêter... Ça me fait plaisir que tu dises antenne, on se croirait à la télévision ou à la radio. Et dès que le programme va être terminé du dimanche soir, on va basculer sur le New TF1 le 8 janvier. Et l'idée aussi, elle est très claire, c'est de concurrencer France Télé, et notamment pour le diptyque, on en a parlé même avant d'autres, le diptyque Tour de France 2024, Jeux Olympiques, l'été prochain sur France Télé, il va être dur. Ça va être chaud pour eux, et il dit que c'est aussi pour ça qu'il lance MyTF1. En tout cas, il dit non, mais ça nous inquiète pas tant que ça, on est toujours leader, mais c'est vrai que si on peut les concurrencer, voilà. Donc plein de choses à venir sur ta recommandation de la semaine TF1 qui ne cesse d'évoluer. Complètement, et puis de toute façon on vous en parlera dans quelques instants, mais c'est vrai que les audiences, on voit bien que TF1 a besoin de se renouveler et a besoin d'un nouveau coup de frais pour pouvoir redépasser France Télévisions et toujours devant eux comme c'était le cas il y a quelques années. Moi, je vais rester sur le côté plateforme télévision, puisque je vais vous parler de Popstar. Oui, j'ai regardé Star Academy, donc je ne pouvais que parler de Popstar, qui revient bientôt sur Prime Video. Exactement. Ouais, Prime Video qui se lance dans les émissions de télévision. On l'a vu avec LOL qui ressort il y a quelques mois, quelques semaines. C'est quand même déjà la 3e saison qui va apparaître. On a eu LOL qui ressort aussi, hein. Non, la 3e saison est apparue, ça fait déjà 3 saisons.
Oui, ouais, il va y avoir la 4 bientôt. Voilà, c'est ça, c'est la 4e saison qui arrive. C'était la 3,5 celle-là. C'est ça. Et en fait, on connaît le jury. Ça y est, ça a été annoncé. C'est une info qui a été relayée par le Parisien, qui décidément est au taquet sur l'info. Hein. On a toutes nos infos par le Parisien en ce moment. La célèbre émission qui avait fait les belles heures d'M6 à l'époque. C'était sur M6. On se souvient. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Ça voit marquer son grand retour sur les plateformes. À l'instar de LOL qui ressort, comme je viens de vous en parler, la chaîne du grand A multiplie les émissions qui seraient les plateformes, donc sans la télévision finalement. TF1 rachète les films sur Prime, pendant que Prime rachète les émissions d'M6, tout va bien. C'est pas faux. On rappelle le concept, hein, un peu comme la Starac, l'émission nous montrera des auditions pour la création, cette fois-ci d'un groupe de filles ou de garçons, ou les deux, hein, peut-être un mix, on ne sait pas encore, mais en tout cas, de leur cours de danse à leur cours de chant, en passant par l'intimité de chacun, chaque semaine sera l'occasion de connaître un petit peu mieux chaque protagoniste, des têtes bien connues donc, mais surtout des voix, puisque le jury sera composé de 3 chanteurs et chanteuses, tout d'abord Louane, qu'on connaît pour Jour 1, mais bien d'autres aussi, on la connaît aussi dans Paula, dans la famille Bélier. C'est comme ça qu'elle a été connue, presque plus que The Voice, hein, finalement. Et puis récemment dans Marilyn, hein, puisqu'on la voit dans Marilyn et son juge, si vous nous écoutez, en temps réel, c'est disponible au cinéma actuellement. On a également Eddie de Pretto, qu'on ne présente plus, hein, c'est la fête de trop. C'est la fête de trop pour Eddie de Pretto, hein, voilà, donc qui était plutôt côté chant rap, et également Alonso, que je ne connaissais pas, mais qui est un rappeur du psychiatre de la rime. Ah, pour moi, Alonso, c'est un pilote de Formule 1. Voilà, exactement. Chez Aston Martin. Je connaissais psychiatre de la rime, mais j'étais pas très rap à l'époque, donc voilà, il est apparemment connu et très connu chez les jeunes. Donc voilà, le tournage commence le 12 novembre, donc c'était hier à l'heure où on enregistre, pour une diffusion. Un dimanche, tiens. Ouais, un dimanche, pourquoi pas. C'est une diffusion courant 2024 qui est prévue. Tout se fait dans le plus grand secret, forcément, parce que les plus grands ennemis du concept de Prime, ce sont les fouineurs, qui viendront sur Internet et qui risquent de révéler tous les secrets de l'émission en avance, parce que le problème que n'avait pas M6 et que n'a pas TF1 non plus, c'est que la Starac, l'émission propose du direct, c'est-à-dire que c'est de l'hebdomadaire, vous avez les informations en direct sur la chaîne de TF1, aucun intérêt d'aller chercher des informations avant sur les réseaux, puisque de toute façon vous avez l'émission tous les jours. Là, Prime va diffuser tout d'un coup, comme pour LOL, c'est-à-dire qu'on aura un épisode toutes les semaines, mais tout aura été déjà tourné. Donc si certaines personnes lâchent des informations avant que l'émission soit diffusée, il y a d'énormes risques de fuite et de spoilers, donc voilà, c'est le gros risque de Prime, donc pour l'instant tout est tourné dans le plus grand secret, avec ce qu'on appelle des DMCA, je crois, aux États-Unis, c'est-à-dire DMCA. Non, c'est pas ça. En tout cas, voilà, avec des clauses de confidentialité en français, donc voilà, on espère que cette émission va réussir, en tout cas je pense que je serai devant, parce que voilà, c'est toujours assez plaisant, et encore une fois, je te dis, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la Starac ces derniers temps, donc pourquoi pas Popstar. D'ailleurs, parlant clause de confidentialité, sur un live TikTok, une candidate de L'amour est dans le pré a dit l'autre jour « Ah, je suis célibataire !» Alors que le bilan de la saison n'est pas passé encore. Tout le monde la croyait en couple. Catastrophe. Alors, il se murmure que M6 serait assez indulgent en faisant juste un rappel à l'ordre en disant ça la fout mal, quoi. Ouais. Donc alors je sais pas jusqu'où ça ira, mais ça fait grand bruit sur Internet ces derniers jours. Tu m'étonnes, ils jouent tout sur les audiences de ça. Oui, et surtout qu'ils ont signé dans leur contrat vraiment des clauses de confidentialité. Voilà, des trucs où ils peuvent pas parler. Donc voilà, mais écoute, c'était un grand tour de nos news encore une fois, mais on n'en a pas fini puisque on va tout de suite passer à notre sujet principal qui est l'émission Camille et Images. Alors, gros sujet principal, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons eu, sur plusieurs semaines, plusieurs émissions, l'intention de vous parler de Camille et Images, qui était la grosse émission média qui devait arriver ces derniers temps. Toi, tu aimes beaucoup Camille Combal. La grosse émission média, divertissement plutôt. Oui, divertissement, ouais, pas trop média. Oui, alors un peu média, un peu divertissement, c'est ça l'idée, c'est que... Ouais. Bon bref, je crois qu'on va recommencer, Non, mais pas du tout, non. De toute façon, voilà, pour vous faire un petit peu le résumé, c'est un talk show hebdomadaire qui passe le jeudi soir, c'est présenté par Camille Combal, et ça fait le résumé des images de la semaine. On a quelques vannes, des parodies, des chroniqueurs comme Dominique Farrugia, Arnaud de Samer, Guillaume, ou encore Chantal Latsou. On en avait parlé de toute façon dans le dernier podcast, on avait fait déjà un bon gros résumé de ce qui allait se passer dans cette émission. Le but, c'est pas du tout de concurrencer des émissions comme Belle Époque, Quelle Époque, ou Les Enfants de la télé, c'était juste de faire un espèce d'événement divertissement après la soirée du jeudi soir, et voilà, d'avoir Camille Combal à la télévision en hebdo, un jeudi soir, à partir de 23h,
Voilà, je sais pas ce que t'en as pensé, on va partir du coup sur ton avis en Ouais. premier, et puis moi je parlerai un petit peu de ce que j'ai pensé de l'émission. C'est marrant que tu dises Belle Époque en parlant de l'émission de samedi soir, parce Ouais, c'est que quelle époque j'ai entendu Léa Salamé sur RTL, alors qu'elle est sur France Inter de base, mais elle était invitée dans On refait la télé, Ah, et elle a dit, en fait tout le monde me dit, c'est génial Belle Époque, c'est génial Belle Époque, mais elle dit c'est pas Belle Époque, on C'est n'est pas quelle dans époque une belle Mais époque, ce il y a titre la est- guerre en Ukraine, il y a Ouais. le truc, elle dit c'est pas une belle époque qu'on mais je essaie trouve de que ce titre est raconter. quand même vraiment nul. Enfin, moi j'aime, enfin, C'est- ouais, l'émission je l'ai regardée la dernière fois, j'ai regardé les résumés, parce qu'en ce moment il y a pas d'émission, je dirais la dernière semaine, en fait c'était un résumé des dernières hebdos. Je trouve l'émission vraiment chouette, mais Ouais. c'est vrai que quelle époque, c'est quand même un titre Ouais, assez le particulier. titre quoi. pourrait être... Bref, Camille et Images. C'est vrai que Oui. je suis pas très objectif pour commencer parce que j'aime beaucoup Camille Combal. J'aime assez le fait qu'il ait réussi à s'extirper et s'émanciper de Cyril Hanouna et Complètement. touche pas à mon poste pour voler de ses propres ailes. Il est quand même passé de simple chroniqueur. Alors il avait fait des émissions un peu auparavant un peu confidentielles. À vraiment, il est devenu à des patrons de TF1 assez vite entre guillemets Ouais. du divertissement, visiblement sous l'impulsion d'Ara Aprican, ex-directeur de C8 Ok. qui là s'occupe des programmes sur TF1. Et donc on l'a trouvé très vite dans des très gros shows style Danse avec les stars ou qui veut gagner des millions, Ouais. où il a quand même succédé à Jean-Pierre Foucault, ce qui n'était pas rien. Camille et Images, c'est une émission que donc j'aime beaucoup Camille Combal, il me fait beaucoup rire. Et là Camille et Images, c'est vrai que l'émission en prime, moi je l'aimais beaucoup en prime, mais elle marchait pas hyper fort. L'idée c'était de retirer des images d'archives, un peu à l'image des enfants de la télé. Là pour le coup c'est vrai qu'il y avait un peu la comparaison. Et de manière assez rigolote. Là, la problématique, le thème de l'émission est tout autre, puisque on reprend vraiment les images de la semaine, et dans ce premier numéro, on l'a vu, hein, c'était vraiment, il a parlé des intempéries dans le Pas-de-Calais, il a parlé de la Star Academy, on revoit vraiment les meilleures images de la semaine, donc c'est un concept que je trouve très proche de Touche pas à mon poste, première version, Tout à que fait. j'adorais, et j'insiste là-dessus, j'ai pas de honte à dire que j'ai adoré à un moment Touche pas à mon poste, la première version La sur version France sur 4, ouais. du jeudi soir en deuxième partie de soirée, qui faisait tous les jeudis soirs entre 500 et 700 000 téléspectateurs sur France 4. C'est énorme, France 4 était parfois deuxième chaîne nationale grâce à Touche pas à mon poste, et l'idée c'était un peu la même. Alors, il y avait un invité, bah là, il y avait Tarek Boudali qui était là chez Camille Combal, et l'idée c'était de revoir les images les plus drôles de la semaine. Donc mon avis, c'est que on sent que l'émission est encore en rodage, c'est pas encore tout à fait huilé, mais j'ai aimé le fait que y ait pas de répit. Ouais. Ça s'enchaîne très vite. Ouais. On voit beaucoup d'images, les tops de Camille m'ont fait mourir de rire, il y avait des trucs très drôles, les tops sur les réseaux sociaux, je trouvais que c'était très bien trouvé. J'ai franchement ri devant l'émission, ce qui m'était pas arrivé depuis que je ris en général quand je regarde des humoristes ou quand je regarde un film ou une série drôle, mais dans une émission, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc le point positif, il est là. Les coupures pub de seulement 60 secondes, ça fait du bien. Ça fait du bien. En seconde partie de soirée, ouais, ça fait ouais, du bien. ça fait du bien, ça s'enchaîne relativement vite. J'ai trouvé qu'il y a des choses en rodage, je pense notamment à Pierre-Antoine Damcourt, qui est un homme que j'adore. Il me faisait mourir de rire sur la chaîne L'équipe. On sent que son mantra, il faisait rire autour du sport. Là, il passe à un thème plus généraliste et c'était assez inégal. Il y avait des trucs très drôles quand il allait placarder les affiches de Camille, c'était assez marrant, et des trucs un peu moins quand il faisait son résumé de la semaine. J'ai trouvé que les chroniqueurs étaient assez anecdotiques. Alors heureusement, Guillaume, je le connaissais pas, mais Guillaume et Arnaud de Samer dans le truc de fait de se vanner les uns les autres, ça a fait du bien. Ça a permis quand même de s'extirper un peu. Paul Elkarat, Chantal Latsou étaient peut-être un petit peu plus en retrait. Philippine, ouais, j'ai oublié son nom de famille, mais qui est quasiment inexistant dans l'émission. Ouais, c'est ça. Et Dominique Farrugia, qui parfois a voulu rebondir sur certaines choses. Et en fait, je trouve que on donne peut-être pas assez la place aux chroniqueurs. Je pense à un moment où on a vu ces images d'Emmanuel Macron deepfake chantant Alouette, et Dominique Farrugia a dit, moi, l'IA, ça m'effraie. Et en fait, on est reparti sur des vannes, on n'a pas eu l'occasion de creuser. Donc, je dirais que c'est en rodage, mais que pour moi, c'est quand même très prometteur. Et je pense essayer de me caler. Alors, c'est tard. Donc, faire comme j'ai fait là, regarder le début en live et peut-être la fin en replay, à voir. Mais je trouve que ça fait du bien dans le contexte actuel sur la première chaîne d'Europe d'avoir toutes les semaines un divertissement pas prise de tête. On sent que c'est prise de tête sûrement pour eux, pour le préparer, mais pour nous finalement on peut, et c'est pas du tout un reproche, au contraire, on peut un peu débrancher le cerveau et se dire là je vais pas réfléchir, je vais juste me marrer, et ça c'est plutôt cool. Je suis d'accord avec toi, moi j'ai trouvé ça drôle, je trouve que le plateau est super beau. Ah ouais, vraiment ouais. Magnifique. Alors apparemment il y a eu une vanne sur le fait que les gens étaient très mal installés. C'est vrai que Océane m'a fait la réflexion dès que l'émission a commencé. Elle m'a dit mais t'as vu, les gens de devant ils sont assis sur des poufs.
Ah ouais. Ouais, et je l'avais pas remarqué, et en fait, apparemment, les gens sont quand même assez mal installés. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le côté positif. Pas de pub entre la première partie et l'émission. Ça, j'ai trouvé ça très chouette. Ouais. Alors, ça sera peut-être pas le cas pour les prochaines émissions. Là, pour le lancement, ils ont vraiment pas mis de pub entre Master Crime et l'émission, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Ce qui a permis à Camille Combal de commencer son émission avec 3 millions de téléspectateurs en deuxième partie de soirée. Ouais, et ça, c'est plutôt cool pour une seconde partie de soirée. C'est commencé très très fort. L'invité qui répond à l'actu, c'est-à-dire que vraiment, Tarek Boudali est arrivé pour les 1,4 millions de spectateurs au cinéma. Je veux dire, on est vraiment en pile poil dans l'actu ciné. J'ai trouvé ça très chouette. Et puis c'est chouette pour nous, entre guillemets, exploitants de cinéma, qu'une émission comme ça parle Cinoche. Parle Cinoche, alors certes, ils parlent pas d'un film à réessai, ils parlent de 3 jours max, mais ils ont vraiment, je trouve, incité les gens en disant beaucoup de bien. Je trouve que l'extrait qu'ils ont montré, c'était peut-être pas le meilleur. Moi, j'ai pas vu 3 jours max, mais cet extrait un peu à la Indiana Jones. Mais ils ont voulu montrer l'extrait où il faisait un peu, c'est pas ses propres cascades, mais il y avait un peu le côté, mais c'était pas forcément le plus drôle, du coup, pour attirer les gens en salle. Mais encore une fois, le cercle vertueux, on le dira jamais, la télé et le cinéma ne sont pas concurrents, ils cèdent l'un l'autre. Et là, le fait qu'il y ait Tarek Boudali, il y a des gens qui sont vraiment fans de la bande à Fifi, qui se sont dit, ouais, on va regarder Camille et Images parce qu'il est là. Et il y a des gens qui vont avoir vu Camille et Images, et qui, du coup, vont aller voir 3 jours max. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. C'est ça. Donc ça, c'était vraiment, alors, j'ai adoré les chroniqueurs, je veux dire, ils sont vraiment très bien choisis. Le côté Arnaud de sa mère, Guillaume. Au début, j'étais un peu mal à l'aise parce que je me suis dit, ils se connaissent pas tant que ça. Quand on n'a pas l'habitude de voir des mecs se clasher à la télévision, tu dis, est-ce que c'est une vanne ou pas? Finalement, tu dis, bah non, ils sont forcément là pour rigoler, donc on essaye de prendre un peu le rythme. Par contre, c'est vrai que je trouve que l'émission ne dit rien. Dans le sens où c'est juste un rappel de vidéos que si toi, t'es déjà accroché aux réseaux sociaux, tu les as déjà vus. Là, allez, je vais dire un bon gros 50% en fait des vidéos qui ont été montrées, je les avais déjà vues moi parce que je suis pas mal accro à TikTok et c'est vrai que du coup avec Océane parfois on se fait des soirées TikTok et ces vidéos-là je les avais déjà vues. Donc forcément c'est un petit peu dommage et je trouve que les chroniqueurs sont pas là pour des chroniques. J'appellerais pas ça des chroniqueurs, j'appellerais ça plutôt comme pour Belle Époque, des invités permanents. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont invités, ils font un petit commentaire de temps en temps, mais ce que j'aurais aimé, c'est une chronique d'Arnaud de sa mère, une chronique de Guillaume, une chronique de Dominique Farrugia. Dominique Farrugia qui prend une chronique, par exemple, sur la production de télévision, sur ce qui s'est passé dans la semaine. Ça serait extraordinaire parce qu'il a l'air d'avoir des informations pour tout et je suis bien d'accord. Il a l'air d'être hyper informé, il a l'air d'être à fond dans ce qu'il, comme tu dis, quand il a eu peur pour l'IA, qu'il a voulu en parler. En fait, il y a ce côté où j'ai l'impression que parfois on lui a presque coupé la parole dans le sens où il a essayé lui d'aller plus loin, d'approfondir certains sujets, parfois d'être un peu sur un ton un peu plus grave que ce qu'on essaie de donner dans l'émission, et du coup on l'a un peu coupé là-dessus, et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Parce et il a même pas dit qu'il avait failli m'écraser. Bah oui. C'est quand même quelque chose. Il y a eu un David retrait, et puis on l'a coupé, donc voilà, on l'a pas entendu, je vous laisse regarder l'émission, on entend le début de ton nom, mais non. C'est faux. Mais voilà, en fait, moi, ce que j'aurais voulu avec Camille Image, et je pense que c'est dommage, et si je lui trouve des défauts, c'est de ma faute, dans le sens où c'est pas ce que j'attendais de l'émission. Moi, j'attendais une émission de chronique, avec des chroniqueurs qui viennent parler de sujets de fond, intéressants et drôles, et c'est dommage. J'espère que sur les prochaines semaines, il va essayer de rattraper le coup, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir 6 chroniqueurs, il a quand même 6 personnes sur son plateau, qui sont juste là pour lâcher des vannes. Alors, j'ai trouvé ça très drôle, parce que El Karat qui se mouche pendant l'émission et qui ne le coupe pas. Oui, c'est vraiment très drôle. C'est très drôle et ce côté HPI un petit peu, son côté un petit peu autiste en fait amène à l'émission quelque chose de très frais, de très neuf. Mais en même temps, El Karat, il a une culture générale absolument extraordinaire et je serais ravi d'avoir une chronique de sa part. Et je trouve ça dommage que ça soit 100% Camille Combal. C'est lui qui parle tout le temps. Ça aurait été juste un petit geste, c'est juste de filer à chaque personne un sujet, parce qu'il fait comme Pierre-Antoine Damcourt qui fait c'est ça, il y a l'image de la semaine, il y a l'humour de la semaine, la chronique de la semaine, enfin voilà. Et en fait, il aurait filé ça à un de ses chroniqueurs tour à tour, ça aurait été très drôle, ça aurait réparti les tâches et j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Donc voilà, comme tu dis, c'est en rodage. On va attendre quelques semaines, voir un peu ce que ça va donner. De toute façon, l'émission va jusqu'à Noël, minimum. Ouais. Ça s'arrêtera fin d'année s'il n'y a pas le succès escompté. Mais en tout cas, il a jusqu'au fête de Noël pour s'améliorer et pour améliorer les audiences. On a quand même 900 000 téléspectateurs en deuxième partie de soirée. 960 000 téléspectateurs, c'est de la deuxième position. Il est battu, mais aussi par une émission qui avait fait grand bruit. On vous en avait parlé presque en exclusivité sur Netflix en juin. C'est un chef au bout du monde ou quelque chose comme ça avec Philippe Etchebest qui est parti quand même. J'ai pas encore regardé dans les îles Marquises, qui est quand même un des endroits. C'était l'endroit cher au cœur de Jacques Brel, mais un des endroits les plus reculés du monde pour faire de la cuisine. Il y a eu une énorme pub sur RTL. Radio du groupe M6, rappelons-le. Donc voilà. Et sur M6 en général. Et la case effectivement progresse puisque TF1 faisait entre 500 et 600 000 le jeudi soir. Là, il passe à presque 1 million.
Encore une fois, la curiosité de Master Crime, donc faut pas faut pas oublier que Master Crime est une excellente locomotive à audience, comme on dit dans le jargon professionnel. Il faut pas oublier qu'il y a toujours un peu plus de monde qui viennent voir la première que la suite. Effectivement, on est loin du 1,4 million de Quelle Époque, mais c'est vrai que du coup, il ne va pas du tout sur le terrain de Quelle Époque. Non. Il ne le concurrence pas du tout, parce que c'est pas une émission d'humeur, comme tu le dis, de chronique, etc. Donc, à voir. Moi, en tout cas, je vais essayer de la suivre le plus possible, cette émission, parce que c'est mine de rien plaisant, et je me dis, moi qui essaye un petit peu de me désintoxiquer, entre guillemets, d'aller moins sur les réseaux en ce moment, et ben quelque part, c'est un peu le résumé, en fait. C'est-à-dire que je pense que il y a des trucs qui me font rire, des trucs qui me font moins rire, mais si on veut avoir un résumé de ce qui a été drôle dans la semaine sur les réseaux, finalement, au lieu de passer son temps à scroller, on peut regarder Camille à Images et on a vu des trucs. Et effectivement, moi, il y a des vidéos que j'avais vues, dont le monsieur qui s'assoit pour pas que la personne se gare, des choses comme ça, que j'avais vues. Mais du coup, je me dis, et il y a beaucoup de gens aussi, et la télé est un média où il y a quand même un certain nombre de personnes qui la regardent et qui ont un certain âge, on va pas se mentir. Et du coup, je pense que pour eux, c'est aussi chouette de pouvoir, qui n'ont pas TikTok, etc., avoir un résumé assez drôle, même si c'est une émission qui s'adresse plutôt à un public jeune. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt encourageant, et le simple fait que ce soit Camille Combal, moi, m'aide, parce que comme je suis très fan du monsieur, ça aide forcément beaucoup. Et donc à voir pour les prochains numéros, voir avec d'autres chroniqueurs, voir comment l'émission va bouger, évoluer, ils vont forcément bouger des choses. J'ai jamais vu une émission ne pas bouger de la première à la dernière, donc forcément là il y a des petites choses en rodage, mais je suis assez curieux. Mais en tout cas, je pense que, alors cette idée d'attirer les personnes, enfin pas d'attirer, mais d'avoir les personnes un peu plus anciennes qui regardent finalement les images des réseaux sociaux pour essayer de se tenir au courant quand elles ne les ont pas, il est valable, oui et non, parce que regarde, comme je t'ai envoyé sur Instagram, demain, donc on enregistre le lundi, demain, mardi, Camille Conval est invitée à Popcorn. Popcorn, qui est la grosse émission Twitch qui attire plus de 100 000 spectateurs par semaine, présentée par Domingo. C'est quand même déjà extraordinaire d'avoir un présentateur télévision qui se déplace sur Twitch dans une émission présentée par des jeunes, on va dire de moins de 30 ans. Donc là, il est vraiment là pour communiquer et pour inciter les jeunes à venir le jeudi soir sur TF1. Il y a pas d'autre explication que ça. Bien sûr. C'est une émission qui veut s'adresser à un public jeune, de toute façon. Moi, je me dis que qu'il y a aussi des gens qui seront pas jeunes et qui vont la regarder et que ça peut être un biais aussi qui peut être intéressant, mais c'est pas la cible qu'ils recherchent effectivement. Mais en tout cas, les audiences sont plutôt encourageantes. J'ai vu plusieurs sites médias dire que c'était bof. Enfin, pas beaucoup d'ailleurs. Mais c'est aussi des sites qui ont un peu un passif avec oui, mais bien sûr. Bon bref, sans entrer dans les détails, en tout cas c'est quand même plutôt un bon démarrage. Maintenant c'est l'ami Benji Media qui posait la question, est-ce que ces 300-400 000 téléspectateurs de plus et ces 3-4 points sur les ménagères valent le coup de mettre une émission aussi chère? C'est sans doute la question que va se poser TF1. Parce qu'effectivement, ils gagnent de l'audience, mais ça leur coûte beaucoup plus cher que mettre une rediff de série. Donc, il va falloir y réfléchir aussi. Mais je pense que ça part plutôt bien. Et puis sur les réseaux, les gens ont plutôt apprécié. Contrairement, on en viendra peut-être tout à l'heure, mais à l'émission sur le Club Dorothée, qui s'est fait complètement bâcher sur les réseaux parce que je pense que peut-être Nicole Ferroni, qui était la présentatrice, était peut-être pas ils ont voulu prendre elle avait l'engouement mais pas le un peu un ersatz de Dorothée. Et Nicole Ferroni, moi je suis très fan d'elle en plus, j'aime beaucoup ses sketchs. Mais est-ce que c'est ça qu'on attend d'une présentatrice télé sur ce type de programme? Et je veux dire, il y avait pas Dorothée. Enfin, je veux dire, il faut revenir là-dessus. L'émission du Club Dorothée n'invite même pas Dorothée. On l'a eu au téléphone dans un enregistrement. Après, c'est vrai que Dorothée est une personne qui est extrêmement, extrêmement rare dans les médias. Elle sort très très peu. C'est vrai. Et là, j'ai trouvé qu'elle était un peu coiffée comme Dorothée, un peu habillée comme Dorothée, un peu là. C'était pas Dorothée. Et donc, contrairement à cette émission du Club Dorothée, les réseaux sociaux ont été quand même plutôt indulgents et positifs bien sûr. Pour Camille et Images. Donc, moi j'espère que l'émission va tenir parce qu'encore une fois, on le répète une dernière fois, mais les champs, et ça je crois que la télé parfois l'a un peu oublié. France Télé le fait beaucoup et TF1 va le faire de plus en plus sous l'impulsion de Rodolphe Belmer, mais les gens qui sont seuls, qui sont parfois un peu mal dans leur vie, la télé, c'est dur à dire, mais c'est quelque chose qui les aide. Et ce côté incarnation, quand on regarde un film, mais quand on regarde une émission régulièrement, parfois on peut avoir un peu ce sentiment d'appartenance. Et le fait que le jeudi soir soit incarné et que certaines personnes, je suis persuadé, qui ont des vies pas toujours amusantes, et ça va peut-être leur faire du bien, cette petite dose de Camille Image. Donc rien que pour ça, j'espère que ça va marcher. Je suis complètement d'accord avec toi. Dans tous les cas,
Dans tous les cas, je vomis dans le micro. Je me remis dans mon micro. Dans tous les cas, on vous tient au courant, comme on avait fait pour la première année de Beau Geste, où on vous tenait au courant un petit peu toutes les semaines. Voilà, la première saison avait été un petit peu particulière. Là, c'est pareil, on vous tiendra au courant. Dès qu'on verra que l'émission prend un petit peu son élan, ou qu'elle trouve des originalités quelque part, on vous en parlera, parce que finalement, c'est un petit peu la petite sœur de Critflix, hein, j'ai envie de dire, finalement. Ils sont, voilà, on reste quand même un petit peu au-dessus d'eux au niveau de l'information et tout ça et de la qualité du programme, hein, faut pas se nier. Donc voilà, pour leur faire un petit peu de communication, un petit peu de pub, on vous tiendra au courant pour que eux puissent subsister à travers nous, quoi. Voilà. Évidemment. Mais dans tous les cas, en attendant de pouvoir vous reparler de Camille et Images, on va passer à notre chronique télévision avec les audiences et le programme. Alors c'est parti pour les audiences, mardi 7 novembre, c'est Sophie Cross qui est en tête, 3,6 millions, La France a un incroyable talent, deuxième, 2,9 millions, et Harry Potter sur TF1, seulement troisième avec 2,4 millions, ça baisse un petit peu, et pourtant Le Prisonnier d'Azkaban, moi qui suis pas un grand fan d'Harry Potter, c'est mon préféré. Alfonso Cuarón, un réalisateur quand même assez pointu. Bien sûr. Et l'événement de ce mardi soir, c'est Enquête de santé sur France 5 devant France 2. On en a parlé, c'était juste après notre enregistrement dernier, malheureusement la soirée harcèlement scolaire, briser le silence, ne fait que 4% de part de marché pour 856 000 téléspectateurs. C'est vrai qu'on est quand même très bas. Il travaille beaucoup sur les réseaux sociaux pour continuer petit peu le mouvement. Mais c'est bien que cette soirée ait existé. Oui. Et on s'est suffisamment parfois moqué d'eux pour quand même dire que Energy 12 avec Jason Bourne, l'héritage, arrive très haut, hein, puisque ils sont à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e place, mais ils sont quand même Energy 12 qui n'est qu'à 200 000 téléspectateurs de France 2, ça n'arrive jamais. Ah, de France 2, d'accord. Ils font 639 000, et noté dans le bas du classement, le meilleur forgeron sur C-Star qui ne fait que 90 000, Snapped sur Chérie 25 qui ne fait que 150 000, on est dans entre 0,4 et 0,6% de part d'audience, donc c'est des chaînes qui sont en dessous des chaînes payantes, hein, dont on parle souvent, des médiamats thématiques, qui là étaient largement même presque même au niveau d'RTL. Mais je tiens à le préciser, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude moi de regarder le direct sur Canal. Oui. Et en fait, Canal ne distribue pas les chaînes par numéro comme vous l'avez sur votre TNT classique. Ouais. Elle va vous proposer les chaînes en fonction d'une thématique tout à fait particulière par thématique. Ouais, donc c'est vrai qu'en fait, finalement, Chérie 25 arrive vraiment tout en bas de la liste, même elle arrive après les chaînes ou même juste avant les chaînes pour enfants. Ouais, c'est juste donc, avant. Quand on est à 22h et que vous cherchez une chaîne et que vous vous retrouvez à vouloir chercher Chérie 25 et en fait elle est dans les 45e ou 46e chaînes, bah c'est vrai que finalement c'est difficile de la trouver. Donc je comprends un petit peu les gens. C'est clair. Sur France 2, Les Invisibles sont en tête mercredi soir avec 3,7 millions devant Le Meilleur Pâtissier sur M6, 2,1 millions. La dégringolade qui continue pour New Amsterdam seulement à 1,8 million. Et en part de marché, TF1 est même 4e, puisque Alsace, dans la tourmente de l'histoire, un documentaire que j'ai beaucoup aimé, fait 9,2% et TF1 est à 9%. 1,8 million pour TF1, 1,849 000 et 1,196 000 pour France 3. On est vraiment à tout touche. Et Mangeville qui est vraiment pas loin derrière avec 920 000. Puis vient All is Lost sur Arte, et malheureusement pour eux, par contre, là, ce coup-là, Energy 12 avec Retour à l'instinct primaire, et bon dernier du classement avec 160 000 téléspectateurs. Jeudi, on l'a dit, le carton de Master Crimes avec 5 486 000 téléspectateurs, 26% de part de marché, plus d'un Français sur 4 qui était devant la télé était devant TF1, ce qui a permis, comme on le disait, à Camille et Images de commencer à 3 millions, ce qui est énorme son émission, mais après on est sur une moyenne de 960 000. C'est mérité, hein. Master Crime est une bonne série française qui met un peu de temps à partir sur le premier épisode, on sent que les acteurs sont pas à l'aise, mais le deuxième épisode était vraiment très bien. Et après, malheureusement, les autres chaînes ramassent les miettes, hein. Pour elles, Cauchemar en cuisine est deuxième sur M6, 1,8 million. Coup de sang, 1,6 million sur France 3, et l'événement sur France 2, qui est au coude à coude avec W9, il y avait Marseille AEK Athènes en Europa League, et sur France 2, l'événement recevait Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ça ne fait qu'1,5 million, et 1,5 million aussi pour W9, et en part de marché, W9 est devant France 2, ce qui montre que cette interview politique a quand même un peu de mal à décoller. Il y a que La Vérité qui compte, qui baisse un petit peu, à 800 000 téléspectateurs, et Chérie 25, une fois n'est pas coutume, très bien classé, point de vue cinéma, vous avez Taxi, 689 000, Star Wars 4, 632 000, et juste après, c'est Tout l'argent du monde, de Ridley Scott, je crois. Si oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Qui est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et du coup, Chérie 25 est devant TF1 Série Film, c'est Star, Gulli, Energy 12, Sister, RMC Découverte et RMC Story. Et à noter, justement, donc, le grand jeu du Club Dorothée à 312 000 téléspectateurs sur Gulli, qui c'est plutôt un bon score.
un bon score pour la chaîne. Donc il y aura un nouvel épisode ce jeudi, on va voir ce que ça va donner. Vendredi, Astrid et Raphaël, alors ça c'est énorme, 5,5 millions sur France 2. Astrid et Raphaël, il faut savoir qu'elle est vendue dans le monde entier, et que c'est Lola Devers, je crois, racontait que lorsqu'elle est partie en vacances en Amérique du Sud, les gens le reconnaissaient dans la rue, lui demandaient des autographes. Mais non. Ça a été vendu dans 80 pays, c'est leader dans des pays un peu improbables, style le Mozambique. Mais il y a un concept spécial à Astrid et Raphaël, Astrid et Raphaël, c'est un petit peu le même principe que Cache Pays, c'est des enquêtes, et je crois que l'une d'entre elles est autiste Asperger, comme Paul Elkarat, justement. Et donc ça joue sur le fait un petit peu comme ça de cette personne capable de voir des choses que les autres ne verraient pas. Et 5,5 millions, et donc les Anglais viennent d'acheter le principe pour faire un remake anglais d'Astrid et Raphaël, et en Amérique latine, en Afrique, en Asie, ça cartonne, c'est la série française numéro 1 dans le monde en ce moment. C'est fou. Donc ça me donne envie un peu d'en savoir plus. Ah oui, carrément. Et à la deuxième place, c'est Energy Music Awards, pire score de leur histoire, 3,2 millions. Déjà l'année dernière, 3,5 millions, c'était pas terrible. Et alors, le partenariat TF1 Énergie Cannes, puisque tout est enregistré à Cannes, va s'arrêter en 2024. Il y en a encore un l'année prochaine. Et alors, c'est Clément Garin dans CG Scoop qui révélait que visiblement Rodolphe Belmer en aurait un peu rien à faire, rien à cirer des Energy Music Awards. C'est vrai que moi, ça me peine un peu parce que ado, c'était le rendez-vous. On regardait tout ça. C'était Anthony Cavana qui présentait à l'époque. C'était l'occasion de voir des stars on voyait des stars internationales en France. Le show était dingue. Et là aujourd'hui, mais moi le premier, je regarde plus depuis des années les Energy. Je vais t'avouer que j'ai regardé une petite demi-heure. Nikos Aliagas, on n'avait rien à faire. Les invités, on n'avait rien à faire. Il y avait comment il s'appelle, celui qui avait joué dans Play, là, qui a réalisé Play. Max Boublil. Max Boublil qui est venu avec une star, je sais plus laquelle. Il arrêtait pas de faire des commentaires un peu débiles sur le fait qu'il fallait qu'il se mette derrière le pupitre, etc. Enfin, tu voyais que vraiment personne n'en avait rien à faire. Il y a une artiste qui s'est remis son prix en faisant semblant d'être surprise. Donc ça c'est vraiment grave. Et même à la fin, je veux dire, Nikos en avait, mais vraiment ras-le-bol. Ils avaient pas de remettant. Non. Il y a 7 catégories qui ont été mises dans le générique de fin. Matt Pokora a poussé un coup de gueule parce que c'est son 16e Energy Music Awards. C'est le plus primé de l'histoire, et il a mis le temps, il y a la célébration, mais un jour il faudra qu'on reparle du fait que ça a été annoncé comme ça au générique de fin. Donc je pense que moi je verrais bien que ça s'arrêter en 2024, c'est possible. Ou alors refaites un vrai gros show, remettez les moyens, donnez aux gens l'envie de venir, mais là cet entre-deux est un peu bizarre. Complètement. 3e recherche appartement ou maison sur M6, avec 1,2 million seulement, à la 3e place, qui fait pas beaucoup, mais parce qu'Astrid et Raphaël a aspiré plein de choses. Est-ce que tu penses que c'est pas lié à l'affaire non, recherche parce qu'il y a alors peut-être un petit peu. Ça enlève une centaine de milliers, pas plus. Peut-être, Ensuite, Un jour un destin, Mireille Darc à 1 million. Et alors, c'est vrai que on se posait la question de pourquoi France 2 avait revendu aussi vite Les filles du Docteur March, qu'ils avaient diffusé en tout début d'année. Et on se rappelle que c'est Chéri 25 qui l'a récupéré. Et Chéri 25 est à l'antépénultième place, c'est-à-dire avant-dernier, avec 220 000 téléspectateurs. Devant Énergie 12 quand même, devant sa grande sœur, mais c'est quand même... c'est pas terrible. C'est devant Noël à tout prix. Alors Noël à tout prix, qui est vraiment mon petit coup de cœur, j'en ai parlé la semaine dernière, qui était diffusé en prime sur TF1 Série Film, et qui a fait 300 000 téléspectateurs, à tout touche, avec Détective Pikachu sur TFX, 336 000, et donc Super Chondriac. C'est la 3e ou 4e chaîne de TF1? C'est la 4e. C'est la 4e, donc la TF1, TMC, ensuite TFX, TF1 Série Film, et après, quand vous partez sur le satellite, TV Braise, qui est la 5e, puis Ushuaïa TV, et Histoire TV. Mais voilà, donc Détective Pikachu qui peine un petit peu, Super Chondriac qui ne fait que 400 000 sur TMC. C'est vraiment ras les pâquerettes. Et souvenez-vous, le dimanche soir où il a été passé dans les duels de l'été au mois de juillet, ça n'avait pas marché non plus, donc bof. Donc voilà, pour ce jour-là, je suis content que Noël à tout prix, il est plutôt pas si mal marché. Samedi soir, c'est vrai que Meurtre à Porquerolles en tête, 100% logique, deuxième. C'est pas un inédit, faut le rappeler. C'est pas un inédit du tout. 100% logique est deuxième, ça cartonne vraiment à 3 526 000, et Starac est seulement troisième. Je n'ai pas vu le show, mais de l'avis de beaucoup, et du tien, puisque tu nous en as dit beaucoup de bien, c'est pas cher payé. Extraordinaire. C'est vraiment, on était tous déçus sur les réseaux de savoir les audiences le lendemain, même, CG Scoop, Clément Garin, qui vraiment était très déçu, lui qui pourtant est plutôt mauvaise langue d'habitude à essayer d'aller chercher les défauts des émissions. Là, il a vraiment dit que c'était pas mérité, que le show était vraiment extraordinaire. Les voix des candidats sont absolument folles. Ils se sont améliorés en une semaine, mais d'une façon absolument affolante. Et je trouve ça vraiment dommage, que les gens crient à l'originalité, à la demande d'originalité
toute l'année, et que là, on leur propose un show qui était vraiment à la hauteur de ce qu'on peut proposer à la télévision il y a 10 ans, et qui n'était pas devant pour pouvoir finalement solliciter une rediffusion sur France 3 d'un meurtre A qui a des épisodes finalement un peu copier-coller toutes les semaines, quoi. C'est ça. Alors, c'est vrai que 3 millions 2, c'est loin d'être honteux comme score. C'est pas honteux, mais c'est dommage. C'est 3e, et c'est vrai que 100% logique cartonne. Il y a comme des années où on nous habituait à des 4, 5, 6 millions pour la Starac, quoi. Oui, alors il y a des années et des années, c'est vrai, parce qu'il y a eu une grande pause dans la Starac, mais on est en dessous des audiences autour des audiences que faisait The Voice. À voir ce que ça va donner sur la longueur. Rappelons que cette semaine, ce sera un vendredi, la Starac du fait du match de foot. Donc on va voir ce que ça donne. 3e place, 911, Lone Star qui dépasse le million. Et à noter l'héritage de Noël sur Sister qui est devant la petite histoire de France sur W9. Ok. Donc les téléfilms de Noël en prime. La petite histoire de France. Oh là là, j'en profite pour le dire. Hein. Mais alors c'est vraiment pas drôle et alors c'est vraiment pas terrible comme programme. Écoute, moi je suis choqué parce que je suis prof d'histoire et t'as pas le droit de dire. Non, c'est pas vrai. J'ai regardé une fois, je dis plus jamais. Donc voilà. Ah, c'est terrible. Et enfin, donc tu nous as annoncé tout à l'heure avoir regardé Un homme en colère. Tu n'étais pas tout seul puisque Aline est détrônée. C'est fou. 5 millions 79 000. Le film a fait 400 000 entrées en France. Hein. Ouais, 400 000 entrées en France, presque 5 millions 100 000 téléspectateurs. Il grimpe donc à la 4e place des audiences et il a failli doubler le 3e qui était L'Appel de la forêt du 1er janvier. Donc Un homme en colère à la première place. Professeur T à la 2e place, c'était sur France 3. La nouvelle série du coup. La nouvelle série avec 2,7 millions. Ouais, avec un doublage absolument atroce. Paraît-il. J'ai lu ça sur les réseaux aussi. Ensuite, on avait Zone interdite sur les professeurs, justement, à l'éducation nationale, 2,3 millions. Et Night and Day n'est que 4e sur France 2. On l'avait un peu annoncé, c'est un peu bizarre. 1,8 million. 1,8 million. C'est pas cher payé. Arte avec Amen est un 1 quelle million. idée en même temps. Ouais. Mais quelle idée. Ce qu'on disait, il y a beaucoup de rediffusions sur France 2 en ce moment. Ce sera pas le cas dimanche. Peut-être qu'ils en ont marre. Je vais vous annoncer un inédit sur France 2. Ah, bien, super. Donc c'est plutôt bien, mais voilà. Amen 1 145 000, ce qui est très bien. Touchez pas pour Arte, bien sûr. All Inclusive qui dépasse quand même encore les 500 000 téléspectateurs, qui fasse 200 000 de plus que Détective Pikachu, moi ça me prend le cœur. Mais tout le monde a râlé en disant que c'était de la merde. C'est pire. C'est ça le pire. Mais ça continue de fonctionner. C'est incroyable. Et en attendant, Dubosc se plante avec son nouveau film, Nouveau Départ. Donc c'est marrant parce que finalement, les gens demandent du Dubosc d'il y a 10-15 ans et ils veulent pas aller voir le nouveau Dubosc, entre guillemets. Bah, c'est ça, il est plus bankable, mais il était à l'époque, donc les gens continuent à regarder. Oui, et c'est ça, et enfin bon, c'est très curieux. Ouais. Il arrive d'ailleurs avec un nouveau film qui s'appelle Noël Joyeux. Noël Joyeux. Et hier, j'étais avec un ami à la séance de Killer of the Flower Moon et on a vu la bande-annonce de Noël Joyeux et il m'a dit, c'est pas vrai qu'ils ont osé appeler un film Noyeux Joël. Je dis, mais non, mais lis ce qu'il y a marqué. Noël Joyeux. Et c'est vrai que ça va être chiant. Je pense que je vais avoir des spectateurs qui vont arriver en caisse qui vont se tromper. Il y a de grandes chances. Mais ça a l'air plutôt touchant. J'avoue que ça m'a une comédie qui m'a presque fait envie. Je me suis dit, ça peut être peut-être un petit moment sympa. En tout cas, un film de Noël. Ouais, voilà. Un film de Noël, donc voilà, forcément. Mais énorme audience pour Un homme en colère. Ouais. Eh ben merci, on va tout de suite passer au programme qui va arriver du coup. Je te laisse du coup à ce programme en commençant par le samedi du coup qui va arriver le samedi 18 novembre. On va commencer par du foot avec France-Gibraltar. Il faut rappeler que quand la France affronte des toutes petites nations et Gibraltar et malheureusement c'est pas leur faire offense mais une micronation, un tout petit territoire anglo-saxon, anglophone dans le sud de l'Espagne et il faut avouer que lorsque la France affronte des toutes petites équipes en général, les audiences sont pas très hautes. C'est pour ça que TF1 souvent demande à l'UEFA que le match soit organisé plutôt en fin d'après-midi. Et là, ce sera en prime time. Donc, à voir, est-ce que il y aura plus de monde sur France-Gibraltar que face à 100% logique? La réponse est sous vos yeux. Ça va être compliqué, parce que quand on voit les scores qu'il a fait la semaine dernière... Ouais. Mais c'est pour ça que le match va être hyper intéressant. Et d'autant que sur France 3, on a encore une rediff de Meurtre à, puisque ce sera Meurtre à Albi. Et donc, exceptionnellement, comme la Starac est le vendredi, eh bien, le samedi soir, en deuxième partie de soirée, on aura Vendredi tout est permis. Donc c'est vrai que c'est assez amusant de se dire que comme on aura la suite de la Starac le vendredi soir, un vendredi tout est permis le samedi, c'est quand même pas commun. Bah oui, surtout que ça finit super tard en fait, puisque le retour au château se oui, voilà, ouais. Donc là, on va avoir vendredi tout est permis assez tôt. Je vous conseille sur Arte un documentaire vraiment chouette qui s'appelle Eiffel, la guerre des tours, et qui raconte la vraie histoire de la construction de la tour Eiffel. C'est le film Eiffel, j'avais beaucoup apprécié, mais là, c'était romancé, c'était du cinéma, c'était une fiction. Là, c'est un vrai documentaire historique.
À noter, sur TMC, Jean-Baptiste Guégan, L'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny. Qui risque de fonctionner, hein, il est assez populaire, Jean-Baptiste Guégan. Et puis sur France 4, le film, ce sera L'énergie positive des dieux, qui va suivre quatre pensionnaires d'un institut médico-éducatif qui accueille des autistes qui ont décidé de créer un groupe de musique. Donc ça devrait être assez chouette, et ça c'est donc samedi soir sur France 4, hein, on rappelle la nouvelle case cinéma de la chaîne Culture Box. Et à noter sur Ciné Plus Premier, Mort sur le Nil de Kenneth Branagh. Et le flic de San Francisco numéro 1 sur RTL 9. Dimanche soir, duel d'inédits sur TF1 et France 2. Alors, tu as peut-être vu ce qu'il allait avoir dimanche sur TF1. Eh ben non, parce que tu sais qu'ils ont pas passé la pub. Ils ont passé... Qu'est-ce qu'ils ont passé comme pub? Et je me suis dit, putain, ils présentent même pas le film de dimanche prochain. Le film de Noël avec Michael Youn. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont passé le film du lundi, du coup, de ce soir à l'heure où on enregistre. Du coup, Super Papa. Ouais, et alors là, je te l'annonce, ça va pas être un chef-d'œuvre encore, hein, si tu n'as pas aimé Un homme en colère. C'est un film qui a fait un petit peu... Allez, un film de super-héros, pas trop aimé, inédit. Shazam? Non, bah Shazam, il est quand même plutôt apprécié, DC? Non. Marvel? Ouais. Shang-Chi? Non. Oh. Ah non, beaucoup moins, il a été beaucoup plus clashé que Shang-Chi. C'est vraiment un film poussif. Moi, personnellement, j'ai pas trop aimé, mais ça va, mais je sais que beaucoup de gens ont détesté. Oh, non. Non, on est chez Marvel. Ah oui, on est chez Marvel. Black Panther 2, non, c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. C'est Venom, Let There Be Carnage. Oh mon dieu. Venom 2. Ah mais ce qui est bien, c'est que la soirée va finir tôt, il fait 1h20. Et bah justement, ça va finir tôt et ça va permettre à TF1 de remettre du cinéma en deuxième partie de soirée. Alors ça va commencer avec Venom 1. Non, avec Split. Ah. Donc ils ont racheté les droits à M6. Ils ont racheté les droits, ouais. Oh bah dis donc, ils ont racheté les droits et c'est avec Split avec James McAvoy. C'est assez chouette. Et en face, je suis pas bon à ce jeu-là. Ça fait 2 fois que t'essaies de me faire deviner un film et j'y arrive pas. En face sur France 2, un film français, un polar qui a été très populaire en salle. Il est sorti donc assez récemment, en 2021. On a vu ensemble le dernier film du réalisateur il y a quelques semaines qu'on n'a pas trop apprécié, ni toi ni moi. Alors attends, il y a le Torrent qui était sorti en polar il y a pas longtemps. Ouais, non là c'est plus un polar, aéronautique. Aéronautique. Attends, je vais y arriver. Un polar aéronautique. André Dussolier. Avec André Dussolier, oui. Avec Pierre Ninet. Ah, Boîte Noire. Boîte Noire, voilà, sur France 2, donc inédit. Venom, Let There Be Carnage face à Boîte Noire. Qui va gagner? Eh ben, c'est une très bonne question. Ouais, très bonne question. Parce qu'autant Boîte Noire est pour moi 1000 fois mieux que Venom, il n'y a pas photo. Complètement. Mais est-ce que c'est très grand public? Je sais pas. Le Chant du Loup, télé... Ouais, le Chant du Loup avait bien marché, c'est un peu dans le même, la même ambiance. Ouais. Donc un sacré duel, hein. À nous de faire jouer les réseaux pour essayer de faire basculer la... En tout cas, sur Venom 2, Let There Be Carnage, j'aime beaucoup la critique de Télé 2 Semaines qui dit un second opus bancal. C'est vrai que c'était quand même un peu, c'était un peu expédié comme film, on va dire. Sur Arte, La Sanction de Clint Eastwood en 1975. Alors, je vais avoir une pensée pour ma maman qui est fan de ce film et qui sera devant Arte dimanche soir, c'est sûr, avec Le Vieux Fusil, avec Romy Schneider. Forcément. Que je n'ai jamais vu et que ma mère me conseille depuis des années parce que ça a été filmé à côté de chez elle. Et Philippe Noiret. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais vu non plus. Donc, si je suis devant ma télé dimanche, c'est pas impossible. C'est sûr, C8. C'est sûr, C8. Okay. Tout à fait. W9, La Cité de la Peur. Et ben, ça devrait, on devrait avoir une audience assez sympa, je pense. 8, 900 000. Pour moi, il pourrait même être pas très loin des millions, peut-être, parce que c'est très, 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 quand même populaire. Il y a quand même des gros concurrents sur les chaînes principales. C'est vrai. Le Code a changé sur TFX. Un film qui parle de toi sur Gulli, puisque c'est le bel inconnu de Noël. Oh là. Tant de compliments. N'est-ce pas? Et je ne te paye pas, je te signale. Sur Énergie 12, toujours un téléfilm inédit le dimanche soir, hein, sur Énergie 12. Et là, c'est Noël brumeux, Noël heureux. Ben oui, je suis pas rien, c'est pas moi que je vous ai le titre. Oh, et après, c'est Noël chez mon ex. Voilà. Et n'empêche que Énergie 12 a quand même acheté des inédits de téléfilms de Noël pour les mettre en prime. Ouais. Et sur Sister, alors c'est dommage parce que c'est un film qui est un peu daté, mais c'est une de mes comédies romantiques que j'adorais, qui s'appelle Vous avez un message. Oh, j'adore. Avec Tom Hanks et plus personne ne s'envoie de Meg mail. Ryan, mais en fait voilà, c'est un film qui était incroyable à l'époque parce que ça racontait une histoire d'amour qui arrivait par mail sur internet, alors qu'aujourd'hui avec Tinder et tout, c'est tous les jours. Mais bizarrement, je ne comprends pas pourquoi les chaînes TF1 Série Film et Sister, tant mieux, nous proposent du cinéma ce dimanche soir l'après-midi. Et pas n'importe quoi, puisque TF1 Série Film propose à 18h25 Forrest Gump. Oh. Donc c'est quand même ça me rappelle les vieilles années, le dimanche après-midi, parfois on avait des films comme ça. Et là c'est fou quoi. Et sur Sister, eh bien Tom Hanks va faire concurrence à Tom Hanks, puisque ce sera Seul au monde de Robert Zemeckis. Donc
C'est-à-dire que Tom Hanks et Robert Zemeckis va faire concurrence à Tom Hanks et Robert Zemeckis. Ah bah oui, c'est vrai. C'est le même réalisateur Oui, pour Forrest complètement. Gump et Seul au monde, et c'est le même acteur principal. Et vous avez un message le soir, en plus, donc Tom Hanks de nouveau. Ouais, Tom Hanks de nouveau. Alors c'est vrai que du coup, vaut quand même mieux regarder le cinéma à 18h25 à 18h10 que de regarder Venom Let There Be Carnage Je pense. sur TF1, mais on va voir un petit peu les audiences. Lundi soir, téléfilm de Noël français, mesdames et messieurs, sur TF1, comme le Super Papa de Michael Youn. Là, cette fois-ci, ce sera Noël, 3 petits points, et plus 6 affinités, avec Lannick Gautry, Lior Chabat. Est-ce que tu crois qu'ils espèrent les vendre à des plateformes pour les années à venir, pour pouvoir les diffuser pendant les périodes de Noël, comme ils font les rachats de C'est films, pas impossible, de et séries, je me dis ça peut marcher sur des Pourquoi chaînes pas à l'étranger. Ouais. Il paraît que c'est plutôt réussi en plus, j'en ai entendu tiens, du bien. pourquoi pas. En fait, voilà, il y a Lynn qui a 13 ans, elle a perdu sa maman, et elle va inscrire son papa sur un site de rencontre sans lui dire. Oh, c'est Et mignon. voilà donc... C'est mignon. Sambre sur France 2. Ça peut être très très fort en audience, je Si pense. la première semaine, Ouais, donc marche fort. on n'a pas encore les audiences, mais si la première semaine marche fort, la deuxième le sera aussi. Rappelons que le 27 novembre, ce sera le fameux téléfilm de Noël, quand vous avez dit en prime, Noël, mon frère, un couffin, mon chien et un diabolomante. Non, je sais plus le nom du film, mais bon, bref. Ce sera la première fois que TF1, enfin la deuxième fois seulement que TF1 mettra un téléfilm de Noël en prime time. Donc, Sambre, on va voir, mais ça peut, du coup... Alors, ça... américain, attention, oui, étranger, américain, parce que là, étranger, ça fera le troisième de l'année. Ça va être le troisième français, mais un étranger. En fait, c'est seulement la deuxième fois. Il avait fait l'année dernière, on l'avait dit la semaine dernière, avec un gros casting. Mais là, c'est avec un plus petit casting en prime time. C'est le film qu'ils auraient dû mettre l'après-midi. D'ailleurs, ils n'ont pas encore prévu de diffuser ce fameux film avec Dr. Queen. Eh ben, j'en ai pas de nouvelles encore. Eh ben voilà, c'est ça. On va guetter. Sur France 3, Da Vinci Code, donc du cinéma. Et à noter sur Canal, Pamela Rose, la série. Qui débarque. Et c'est la couverture d'ailleurs de mon magazine télé. Quel casting à l'intérieur. Des youtubeurs, des acteurs, des comiques, il y a de tout. Moi, j'avais adoré, mais qui a tué Pamela Rose? J'adore. Sur Arte, Croix de Fer. Et sur le fameux duel des blockbusters W9 et TMC, Indiana Jones et la dernière croisade face à Avengers, l'ère d'Ultron. Wow. C'est-à-dire que vraiment, TMC a pris la partie de non pas diffuser tous les films dans le même sens, c'est de passer Avengers 1 et 2. C'est moins décousu, souvenez-vous que l'année dernière, avec les Iron Man qui étaient partis dans toutes les chaînes, on n'a toujours pas compris pourquoi ils avaient fait ça d'ailleurs. On n'a toujours pas les audiences, hein, mais ce soir, à l'heure où on enregistre, donc là vous nous écoutez le vendredi, nous on enregistre le lundi, il y a Avengers 1 et Indiana Jones 2 qui sont diffusés, donc on a hâte de vous donner les audiences. Carrément, vivement la semaine prochaine. Carrément. Et à noter, un film inédit en clair sur TF1 Série Film, qui s'appelle Une affaire de détail, de John Lee Hancock avec Denzel Washington. Je pense que pour le coup, on est bien loin des 400 000 entrées du film d'hier soir. C'est avec Jared Leto, Rami Malek, et ça s'appelle Une affaire de détail, et ce sera en inédit sur TF1 Série Film lundi 20 novembre. Allez, on va faire un tour du côté du mardi avec Grèce, et non, me regarde pas comme ça, c'est pas un film sur mon régime, Grèce France en prime time sur TF1. T'as pas joué T'as pas joué dans Mince alors? Non, j'ai pas joué dans... ça m'aurait pas fait de mal. Le Vison Voyageur sur France 2, une pièce de théâtre. C'est de plus en plus fréquent. Il y en avait dans les années 80, ça avait disparu, là ça revient. Vous pouvez regarder d'ailleurs je suis allé jeter un coup d'œil sur Plutôt TV, sur la chaîne de Lina. Et c'est vrai qu'en plein, parce qu'on avait dit que du coup ils diffusaient les émissions. Ils allaient essayer, mais ils savaient pas s'ils pourraient le faire régulièrement. Et du coup je me suis calé vers midi, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était effectivement une pièce de théâtre filmée. D'accord. Une vieille pièce de théâtre, voilà, un peu drôle. Bon, voilà. C'était pour l'anecdote. Moi, le mardi 21, je pense que je serai sur Canal pour le film arrêt-essai Empire of Light, que j'ai manqué en salle. J'ai adoré ce film. Je ne l'ai pas vu. De Sam Mendes. Si vous avez Canal, mettez un rappel tout de suite parce que c'est un très beau film. Et ce sera suivi d'un autre inédit, Sage Homme. Non, il a été diffusé. Non, il est pas inédit, dernière, mais qui n'est pas inédit, mais Sage Homme. Pourquoi je vous en parle? Parce que sur France 5, il y a un très chouette documentaire qui s'appelle Les 1000 premiers jours et qui suit l'histoire de 6 bébés depuis le jour de leur naissance jusqu'à leur millième jour de vie, les 1000 premiers jours de vie, donc ça commence au 4e mois de grossesse même. Ah oui, ça d'accord. commence avant la naissance et jusqu'aux 2 ans, en fait. Ah, voilà. Et c'est sur France 5. Ok, pourquoi pas. Et il paraît que c'est très très beau. Les docus France 5 sont toujours top. Ouais, ça peut être sympa. Incroyable talent bien sur M6. Sur C8, un film, $1 million Baby. Classique. Mon inconnu sur Énergie 12, donc qui a été racheté. Beaucoup apprécié, toi et moi. Tu l'avais apprécié en salle, moi je l'avais eu un peu plus tard. Qui appartenait donc à France 2. Donc qui a dû être racheté qui appartenait d'abord à France 2, à France Télé, puis c'était M6 qui l'avait acheté pour une diffusion cet été, et là Énergie 12 l'a racheté. Comme un chef sur TFX. Alors ça, pour le coup, TF1 il garde les droits de ce film qui passe sur TFX. C'est pas avec Jean Reno, ça? Michael Youn et Jean Reno. Il le passe 2-3 fois par an, à chaque fois, ça tabasse. Ça cartonne. Ça m'étonne pas. Et en salle, ça n'avait rien fait, le film a quand même 11 ans maintenant.
Et sur Gulli, Un monstre à Paris que je n'ai jamais vu. Je suis pas fan. Pour vous parler un peu film d'animation, bah c'est bien aussi que tu nous le dises. Et On s'en fout complètement. Non, si justement parce que c'est un film qui est hyper populaire et du coup je me dis c'est bien de savoir que t'es pas fan. Ouais. Et sur RTL 9, 6 jours 7 nuits. Ah Dylan Reitman dont Anne Heche est décédée l'année dernière. Et ça c'était un carton à l'époque dans les années 2000 d'audience sur TF1 le dimanche soir. Il le passait très souvent. Mais c'est un classique de comédie romantique un peu action. Voilà. C'est pas action, c'est plus un drame. Ils sont perdus sur une île déserte, là, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. New Amsterdam le mercredi sur TF1, mais moi je vous conseille d'aller faire un tour sur France 2. Je suis né à 17 ans. On a l'impression de regarder un mourant quand on dit. C'est un peu ça. Sur France 2, c'est Je suis né à 17 ans. C'est un drame de Julien Seri avec Thierry Beccaro qui présentait Motus. Et en fait, c'est l'adaptation de son livre. C'est marrant tous ces présentateurs qui deviennent acteurs. Ouais, alors Thierry Beccaro, moi je l'ai vu dans notre bonne vieille ville de Bourbon-Lancy, puisqu'il est venu faire une pièce de théâtre. Je l'ai rencontré. Oui, c'est vrai. Il était très sympa. Mais surtout, son livre Je suis né à 17 ans, ça a été un best-seller. Ça raconte le fait qu'il a été battu par son père pendant toute son enfance et son adolescence. Wow. Ça a été un carton. Il a expliqué d'ailleurs, il était en larmes quand il faisait la promo de ce livre. Moi, ça m'avait beaucoup touché. Et du coup, il en a été fait un téléfilm qui va donc être diffusé le 22 novembre. Et en deuxième partie de soirée, il y aura un moment débat où il va pouvoir échanger avec les gens, il va être là sur le plateau. Ça correspond finalement à cette semaine, moi, sur le harcèlement scolaire, c'est ça. sur l'enfance, etc. Et c'est vrai que moi, je pense essayer de le regarder parce que Thierry Beccaro m'avait beaucoup touché. Secret d'histoire sur France 3 sur Louis-Napoléon Bonaparte, plus connu sous le nom de Napoléon 3. Voilà. Vous allez pouvoir, du coup. Je t'ai fait un signe, du coup, mais. J'ai pas réagi à temps, parce que voilà. Mais, parce que je pensais justement au fait que c'est le même Napoléon que le Napoléon du film de Ridley Scott, ou pas, du coup? Non, le Napoléon du film de Pour te dire à quel point je suis nul en histoire. C'est Napoléon Ier. Et donc, Napoléon III, il a vécu, une quarantaine, cinquantaine d'années plus tard. Témoin absolument de mon ignorance en histoire. Qui est en fait l'oncle. Napoléon I est l'oncle de Napoléon III. Et Napoléon III qui a notamment perdu la guerre de 1870-1871 en partie. Alors déjà parce que l'armée française était très mal organisée, mais lui il avait un problème urinaire. Il avait très mal quand il faisait pipi. Voilà, vivement qu'on lance un Critflix histoire. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes comme ça, puisque payez-nous, vous aurez des bonus histoires. C'est quand même mon boulot de parler d'histoire de base. Mongeville sur C8, ça va encore cartonner. Et TMC qui ressort quoi? C'était pas prévu de base qu'il le repasse aussi vite. Pourri gâté. Mais non. Pourri gâté qui est... Mais c'était sûr, on l'avait annoncé. C'était sûr. C'était sûr, mais Pourri gâté en prime time. Plus de 5 millions de spectateurs sur TF1. 5 millions, ouais, je sais plus combien, mais 5 millions. Ouais, c'était très haut. Très haut. Le numéro 1 des films en plus, le numéro 1 un 3 août, je crois, mais du jamais vu. Jamais, je pense que le top audience est arrivé en plein milieu de l'été. Et du coup, bah tiens, on va le mettre un petit coup sur TMC pour voir ce que ça donne. Moi, je pense que le million risque d'être dépassé. Et sur Sister, vous aurez, surtout que le mercredi, il y a très peu de cinéma à la télé, et il y a New Amsterdam sur TF1. Donc, limite, ils se disent, c'est pas possible. Je sais pas si ça ira aussi haut, mais t'imagines TMC qui dépasserait TF1. Ouais, c'est jamais arrivé ça encore. Le scandale. C'est jamais arrivé. Sauf, je crois, quand il y avait des épreuves sportives sur TMC et autre chose, mais ce serait fou. Et Robocop, de Joel Kinnaman, c'est le remake. Pas Queen Amman, hein, c'est pas la version bretonne. C'est pas Robocop beurré. Par contre, beurré avec du beurre, je veux dire. Et sur RTL 9, on disait qu'ils avaient quand même un virage un peu plus quali sur certains films, ils ont passé Fury ce soir-là. Très bien. Que j'ai en Blu-ray, que je n'ai toujours pas regardé. Je suis bien désolé. Alors, l'inédit de Noël du jeudi 23 novembre, je voulais vous en parler sur TF1 parce que ça s'appelle #Joyeux Noël. Oh mon dieu. Jen participe à un concours lancé par 2 influenceurs pour être la star de Noël. Master Crime en prime time. Oui, je rebondis pas sur #Joyeux Noël parce que voilà. Master Crime, bien sûr, ce sera la fin de la saison 1. Déjà dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Il y a que 6 épisodes, voilà. Puis Camille et Images, bien sûr. Avis de tempête. Encore un téléfilm sur France 3. Vous aurez droit, sur la TNT, comme souvent, à pas mal de cinéma. Taxi 3 sur TMC, Star Wars 6 sur TFX. Alors toujours le Undo Stress, New Generation. Oui, ils ont toujours pas fini avec ça. C'est ça, qui était quand même le film Salto. Encore jusqu'à 1h du matin, là? Oui, 1h30. Ah bah voilà. Bah oui, comme ça, on est tranquille. Mais c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais que TF1+, en fait, renaît des cendres de Salto. Bah bien sûr. Et c'est aussi pour ça, je pense que Salto a disparu, parce que TF1 est dans un coin de sa tête. D'ailleurs, Rodolphe Belmer parle de ses relations avec France 2 en disant que c'est plutôt apaisé, mais qu'il rappelle que l'Arcom n'a pas encore donné assez les missions. Enfin bon, il continue de dire que France Télé fait trop d'audience. Ouais. Voilà, sur TF1 Série Film, Last Christmas, j'espère que t'as regardé mon Blu-ray.
Ah, tu peux me dire que Fury, je l'ai pas vu, hein. Last Christmas, bah, tu vois, tu pourras te mettre devant de Paul Feig, c'est vraiment mon film de Noël préféré. Je l'adore. Et sur Sister, le plus beau métier du monde, que j'adorais petit, et en fait, j'ai envie de le revoir parce que ça parle du métier de prof, justement, un peu en banlieue. Je pense que ça a pu vieillir. Mais j'ai vraiment envie de le revoir. Et puis, la comédie romantique qui avait beaucoup marché à l'époque, lors de sa première diffusion télé, c'est Le Témoin amoureux sur Chérie 25, avec Patrick Dempsey et Michelle Monaghan. Je sais pas si ça te parle. Si, c'est un peu l'inverse de ce que tu nous as fait la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est au lieu que ce soit la meilleure amie qui se rend compte qu'elle est amoureuse, c'est le meilleur ami qui se rend compte qu'il est amoureux. Et je me souviens plus quelle chaîne l'avait diffusé sur la première fois sur la TNT en 2010, un truc comme ça, et ça avait été une surprise, ça avait marché. Et on termine notre semaine avec le vendredi, le grand concours sur TF1, le grand concours des personnalités. Donc il y aura Alain Bernard, Sophie Davant. Tiens, Sophie Davant sur TF1. Ah tiens, c'est bizarre. C'est pas comme si on avait une news sur le fait qu'elle allait revenir sur TF1. Bah non, qu'elle était éloignée de France 2. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais pour l'instant, elle reste sur France 2. Il y aura aussi Jean-Luc Lemoyne de France 3, Johan Rioux qu'on a vu. Mais les crossovers de chaînes se font de plus en plus, hein, on le sent. Ouais, ça se fait de plus en plus, et tant mieux. D'ailleurs, on en a parlé avec la chouette bande-annonce sur quelle époque. Sur Canal+, le blockbuster, c'est John Wick 4, qui va être suivi de Creed 3. Donc il y a de quoi vous faire une sacrée soirée point dans la gueule. Je n'ai toujours pas vu un seul John Wick, et je salue Alice d'ailleurs de Bobincast, qui j'ai dit je n'ai jamais vu John Wick. Elle m'a dit oh bah je t'en veux pas. J'ai eu peur parce que connaissant Alice et son amour de Keanu Reeves, j'avais peur qu'elle me bloque sur les réseaux. Sur France 5, JFK d'Oliver Stone. J'ai lu le livre qui est peut-être un de mes romans préférés de tous les temps, 22-11-63 de Stephen King, qui parle de l'assassinat de Kennedy. Et donc dans la foulée, j'avais regardé ce thriller. C'est avec DiCaprio? Pas du tout. C'est pas celui-là? Pas du tout. C'est en 91, donc DiCaprio avait 3 ans. Non, c'est avec Gary Oldman, Kevin Costner. Ah, Kevin Costner, oui, pardon, oui, c'est ça. Il dure 3h05. Mais c'est vachement bien, donc je vous le conseille vraiment. Et puis sur la TNT, bah c'est vrai qu'il y a les Goonies sur Gulli. C'est rigolo quand même ces soirées cinéma sur Gulli le vendredi. La recette secrète des cookies de Noël qui sur TF1 Série Film, ça aussi c'est un téléfilm qui a été diffusé l'après-midi sur TF1 il y a quelques jours. Ah oui, donc on voit par contre que TF1 quand ça marche bien, ça débarque en prime le vendredi. Et ça, mais par contre, dites-vous bien que on pourrait dire, bah oui, ils récupèrent pour faire plus d'audience. Dites-vous bien qu'ils font 1,5 million l'après-midi et ils font 300 000 en prime sur TF1. C'est ça aussi. Film. Donc ça fait quand même un sacré différentiel. Et puis voilà, la liste de mes envies sur Chérie 25 de Didier Le Pêcheur en 2014. Et ainsi s'achève mon programme télé pour les programmes allant du samedi 18 novembre au vendredi 24. Eh ben écoute David, merci beaucoup. Encore un programme hyper chargé, des news, un sujet principal. On espère que vous aurez l'occasion de rebrancher vos décodeurs comme on vous le signale à chaque fois, histoire d'être un peu moins... C'est vrai qu'on parle pas trop plateforme en ce moment. Hein. Oui, c'est vrai. On parle de news plateforme, mais pas trop de programmes à regarder sur les plateformes. Mais en tout cas, voilà, la télévision en ce moment propose plein de choses, donc on vous propose de regarder la télévision. À part ce petit programme final que je vous conseille, parce que tu m'as parlé d'Alice et ça me fait penser à une dernière recommandation, je vous conseille le concert de BTS, Yet to Come, sur Prime Video. Je n'avais jamais tenté de K-pop, j'écoute vraiment ça à la volée de temps en temps, mais très rarement. Et ce concert était vraiment très impressionnant, c'est hyper agréable à regarder. Si vous avez un bon son et une bonne télévision, c'est l'occasion de pouvoir regarder Yet to Come de BTS, le concert sur Prime Video. Et ce sera mon mot de la fin. Eh ben moi j'aurai un autre mot de la fin, si tu le permets, cher David, pour vous teaser un petit peu la semaine prochaine. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas annoncé ça. Surtout que là, on vous a dit qu'il y avait quand même eu beaucoup de super films le dimanche soir et des trucs très différents. Je vous annonce pour le dimanche 26 novembre un gros duel d'Obé. Mais non, alors d'Obé non, parce que c'est deux films ultra populaires et je pense qu'on va être à du 4 et 3 millions. Mais c'est du rediff, multi-rediff, ça me gonfle. Et surtout que, bah là, on vous l'a dit, hein, c'est en ce moment, je veux le dire toutes les semaines, je m'en fous, je leur dis. C'est en ce moment que les coupures pubs sont les plus chères, parce que c'est Noël et les gens regardent vachement la télé. Et là, du coup, franchement, mais limite, je préfère, j'aime beaucoup le duel de la Venom boîte noire. Ouais. Mais celui de la semaine prochaine, vous verrez que c'est difficile aussi de savoir qui va gagner. Mais vraiment difficile, mais moi, franchement, c'est deux films qui t'intéressent pas. C'est multi-rediffusé. Il y en a un que j'aime pas du tout, et il y en a un qui est culte, et que moi j'arrive pas à rentrer dedans. Et surtout, France Télé... David, ne spoil pas. Rendez-vous la semaine prochaine pour vous raconter le duel d'Obé du 26 novembre. Allez, ça marche. Et à la semaine prochaine tout le monde, et n'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux. Le 26 novembre, dans notre salle de cinéma,
il y a The Old Oak que vous avez voilà. en affiche si vous nous regardez en live. Ben moi, je viendrai le voir. Parce que je vais sûrement pas regarder la télé ce soir-là. Et pourtant, moi, je la défends, monsieur, la télé. Ou alors, si, il y a quand même beaucoup d'autres chaînes et il y aura des trucs très cool. Il n'y a pas que TF1 et France 2 dans la vie. Mais quand même, le 26 novembre, je suis un petit peu chafouin. Allez, on va laisser un David Chafouin et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau Critflix avec encore plein de news et peut-être un sujet principal. Parfois on en fait, parfois on n'en fait pas. On verra bien. À bientôt, David. À bientôt!